Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est sans prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Hugues, c'est un ami, une amitié qui commence à remonter un peu parce que ça fait déjà quelques années. On s'est rencontrés dans le cadre du scoutisme et même après avoir quitté ou avoir lâché un peu le mouvement, cette amitié a continué de perdurer. On a plein de projets en commun, de projets sportifs, de projets d'aventure. Hugues est une personne donc très sportive, une personne rayonnante, est une personne inspirante que je ne peux que tous vous recommander de rencontrer un jour. Et Hugues est finalement en face de moi ce soir. Alors comment ça va, Hugues ? Ça va, Baptiste. Un petit peu stressé. Stressé ? Pourtant t'as l'habitude des micros, toi. J'ai l'habitude des micros pour enregistrer des instruments de musique. Car vous êtes musicien. Mais pas nécessairement des podcasts. Exactement, mais il faut une première à tout. Ouais. Et une première sur Sans Prétention, voilà, ça se fait tranquille, c'est quand même un sujet qu'on aborde avec volupté et légèreté, c'est sans prétention quoi. La sauce sans prétention. Exactement. Parce que c'est vrai que je n'ai pas mentionné cette partie de votre personnalité, mais vous êtes aussi un musicien, un grand musicien, et vous êtes la personne qui met l'ambiance autour des feux de camp scout, avec votre guitare et votre voix mélodieuse. On peut dire ça. Et justement, on en parlait juste avant, c'est vrai que tu as une voix un peu particulière, Hugues, qui nourrit beaucoup de sujets de conversation pour les gens qui te rencontrent la première fois, qui te demandent toujours ça va, t'as la voix cassée, t'as trop fait la fête hier soir. Quelle est l'histoire derrière cette voix si douce et si subtile ? C'est vrai. Alors déjà, je n'ai pas trop fait la fête hier soir. Vous avez le droit, après. Parfois ça arrive. Mais en règle générale, ce n'est pas le cas. J'ai en effet deux petites boules qu'on appelle des nodules qui sont coincées entre mes deux cordes vocales et qui font que j'ai la voix facilement un petit peu éraillée. Et donc, il m'arrive parfois, lorsque je n'ai pas parlé depuis longtemps, de prendre la parole et de m'apercevoir qu'aucun son ne sort de ma bouche. Très pratique pour faire des discours ou être éloquent, voilà. Direct quoi. Certains disent que ça fait mon charme. Exactement, moi je le dis beaucoup. c'est la touche Hugues, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, ils vont écouter ce podcast, si ça se trouve ils vont louper l'intro et vont faire putain mais oui c'est Hugues. Mais je connais cette voix. Tu n'as pas une voix comme tout le monde et c'est déjà ce qui te rend un peu unique. Qui me fait un point de commun avec Gérard Darmon. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'il n'a pas une voix comme tout le monde. Ah, mais ça c'est parce que c'est un gros fumeur, non ? Je sais pas. Et est-ce que du coup cette particularité physique, c'est une maladie, ça porte un nom ou c'est juste deux nodules et... Non, c'est juste un phénomène qui arrive de temps en temps et j'ai fait un peu de rééducation avec une orthophoniste pour régler ce problème, mais ça n'a pas fonctionné. Et finalement, c'est suffisamment peu dérangeant pour continuer de vivre comme ça. Oui, ce n'est pas vraiment un problème. Pire. Très bien. Et c'est un peu particulier qu'on se retrouve aujourd'hui, Hugues, parce que nous étions donné rendez-vous il y a un an. Où étions-nous il y a un an ? Il y a un an, nous étions en Norvège. En Norvège ? Mais quelle idée d'être en Norvège il y a un an ? Plus précisément, dans le sud de la Norvège, à côté d'une montagne qu'on appelle la Skala. J'ai cru que tu allais nommer une autre montagne aussi. Non. Le mec a bien révisé la géographie de la Norvège. C'est vrai, il y a un an. En vrai, il y a un an et quelques heures, car nous sommes le 24 juillet et c'était le 25 matin. Nous grimpions avec Hugues la montagne Skala, qui est une montagne qui culmine à 1800 pardon. 1800 mètres. Ah oui, donc il culmine à 1800 mètres et qui a la particularité de pouvoir être gravi. Je sais pas si ça se dit, mais on peut la gravir en une fois. Donc c'est une ascension qui part du niveau de la mer. Exactement, 1800 mètres à partir du niveau de la mer et c'est une ascension continue puisque lors de cette randonnée pour monter en haut du sommet, on va toujours monter et ne jamais redescendre. On fait donc une ascension qui est assez rapide. Assez intense et un changement de température assez intense aussi entre le niveau 0 et le niveau 1800 de la montagne. Qui mérite d'être anticipé pour
Tu voulais dire en termes de vêtements chauds et tout ça? Par Par exemple, arriver en short en haut de la montagne dans la neige, c'est pas la meilleure idée qu'on ait eu pas peut-être. forcément. Mais oui, c'est vrai. Et donc, quand nous nous sommes retrouvés un peu transis de froid dans le refuge, qui était d'ailleurs payant, qu'on embrasse, en haut de cette montagne, avec Hugues, et que nous avons mangé nos pâtes au pesto froides, tout aussi froides d'ailleurs que la météo extérieure, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on commémore cet événement d'une manière ou d'une autre, et qu'on se donne rendez-vous dans un an pour se rappeler cet événement et se dire, voilà, il y a un an, nous étions en haut d'une montagne, on avait froid, et c'était bien, quand même. Finalement. Exactement. Et donc nous sommes réunis en ce 24 juillet et non pas 25 juillet pour commémorer cet événement. En mangeant des pâtes au pesto. En tenue de rando. On n'a pas poussé le délire jusque-là, mais on aurait pu. Mais non, c'est vrai que c'était un bel événement et c'est cool d'avoir cette occasion de se retrouver un peu comme ça. Et je sais plus qui avait eu l'idée, mais je sais que moi j'adore avoir un peu ce petit côté. C'est le côté de ma personnalité qui a envie d'être vieux très vite pour pouvoir se remémorer des souvenirs et se dire ah oui, je me souviens, cette date-là, genre dans le calendrier de tout un chacun n'a aucune signification particulière. C'est pas le 14 juillet, fête nationale, ou le 1er janvier, nouvel an, machin. Mais pour nous, elle aura une saveur particulière toute la vie parce qu'on a fait cet événement un peu fou, un peu particulier ce jour-là. Ouais, ça sera une bonne occasion de garder les liens en se retrouvant chaque année le 25 juillet. Est-ce que tu penses qu'on arrivera à se retrouver tous les 25 juillet ou 24 à la limite? On accepte. Je pense qu'on pourra faire en sorte de se retrouver une fois par an à une date peu éloignée du 25 juillet pour commémorer l'événement. Parce qu'on va bien sûr avoir la date en tête. Sans pour autant annuler des vacances. Oui. Bah, c'est pour ça aussi que c'était assez intéressant de se souvenir un peu de ce voyage, parce que c'est... voilà, enfin, ce podcast sort au mois d'août, c'est l'été, c'est les vacances, tout le monde est un peu plus léger, tout le monde prend un peu plus le temps de faire les choses, de profiter. Et nous, donc, l'année dernière, le projet, c'était un road trip. Donc un road trip du sud de la Norvège, on va dire, car la Norvège est un très grand pays. Et qu'est-ce qui toi t'a donné envie de mener un projet comme ça? Est-ce que tu avais déjà de l'expérience dans le road trip avant de faire celui-là? Alors, dans le road trip, non. On avait déjà fait pas mal de randonnées ensemble à l'occasion de camp scout. Moi, j'avais également fait de la randonnée dans les Pyrénées en bivouac. Et je pense que c'est toi, Baptiste, qui m'a parlé pour la première fois de la Norvège. On avait le projet d'aller faire de la randonnée ensemble à deux en bivouac. Et plutôt à pied à la base. Ouais. Donc on avait pensé à l'Italie, les Dolomites, peut-être les Alpes ou l'Écosse. Aussi. Peut-être. Ouais. Mais c'est dans ma liste de pays à visiter. Mais finalement, tu m'as proposé la Norvège. On a regardé un peu. Moi, j'étais déjà allé en Norvège en 2014 avec mes parents en camping-car. Donc je connaissais un petit peu la région, mais j'avais les routes norvégiennes. Finalement assez peu de randonnées là-bas. Et donc on a réfléchi, partant du principe qu'on partait en Norvège, est-ce qu'on irait en voiture, est-ce qu'on irait en train, en avion ? Ouais, parce qu'à la base le projet c'était de pouvoir partir en train pour pas être coincé par une voiture ou par quelque chose comme ça, et pas partir en avion. Pour l'environnement, la planète, et se dire bah, si on fait des vacances un peu low consommation pendant 3 semaines, ça fait chier de se dire on a dû prendre l'avion pour faire ça. Et donc l'idéal ça aurait été prendre le train à un endroit, faire tout un parcours machin et reprendre le train à un autre endroit pour pouvoir rentrer. Et finalement la Norvège nous attirait quand même beaucoup, et on s'est rendu compte que pour faire de la rando en Norvège t'as beaucoup quand même besoin de te déplacer. C'est ça. Parce que toutes les randos sont pas au même endroit, et
et tu peux pas débuter une rando à un point A, par exemple au sud de la Norvège si tu commences par là, et avancer pendant 3 semaines d'affilée, quoi. T'es obligé de passer par beaucoup de sections de route ou de sections qui n'ont rien à voir avec de la rando et qui peuvent être très chiantes, quoi. Exactement. La Norvège est un pays de voitures, de camping-cars, mais finalement assez peu de trains ou de piétons parce que très grand et étant donné que le camping sauvage est autorisé en Oui. Norvège, on a énormément de gens, d'Allemands, de Norvégiens, de Français qui se rendent en Norvège en camping-car ou en van. C'est vrai que ce truc de camping sauvage autorisé, donc qui est en l'occurrence le droit d'accès à la nature, libre droit d'accès à la nature, quelque chose comme ça, qui est dans la constitution norvégienne d'ailleurs, donc qui implique que vous avez le droit de planter une tente ou de vous mettre dans n'importe quel endroit naturel qui n'est pas privé. Et moi c'était, du coup je me disais, trop bien, ça veut dire que tu es au bord de la route, tu peux planter ta tente. Ce qui est dans la théorie une super idée, un super plan. Et dans la pratique, beaucoup d'endroits sont privés. Les Norvégiens ont des grandes propriétés avec des grands jardins et des grandes forêts. Et vous êtes toujours chez quelqu'un, quoi. Donc très Ça a galère. donc finalement pas été si facile. Ça n'a pas été si facile. En tout cas pour la tente, parce que Oui, parce que nous on dormait sous camping-car, tente. il suffit d'un parking, mais en tente il faut Un il peu faut de- un petit carré d'herbe, Pour planter sa petite tente. Et de si préférence possible pas un peu plat. juste au bord de la route, afin d'éviter de se faire presque rouler dessus à chaque fois qu'une voiture passe dans la nuit. Donc oui, c'était un peu... moi je sais que j'ai eu ce côté un peu désillusion à ce moment-là. Enfin, au fur et à mesure du voyage, déjà à chaque fois on galérait quand même à trouver un endroit potable pour planter la tente. Et en fait, quand ça devient une source de questionnement, il commence à être 16-17 heures, t'es en voiture et tu vois aucun endroit bien où planter ta tente, machin. Tu te dis, bon, où est-ce qu'on va dormir ce soir, quoi? Je me rappelle, Baptiste, que le premier soir, enfin pas exactement, le deuxième soir du voyage, celui où on était arrivé en Norvège et qu'on avait dormi à Mandal, tu étais un peu déçu du lieu dans lequel on avait dormi, qui était une genre petite aire d'autoroute au bord d'un étang. Le premier en Norvège, là? Le premier soir à Mandal. Ah, j'étais déçu. Et, Alors que vraiment, et quand j'y finalement, repense, après 3 ou 4 jours de Norvège, on regrettait un peu Mandal. ce lieu était vraiment sympa, Ce a lieu posteriori. qui, au final, était plus sympa, mis à part le bruit des voitures, mais c'était son seul C'est défaut. ce qu'il faisait. Bon, au et final. encore, au final, le bruit des voitures était pas si énorme, parce qu'on était quand même derrière une grosse butte ou quoi qui atténuait vachement le bruit. Mais c'était la première nuit en aire d'autoroute, on va dire en bivouac. Les aires d'autoroute sont très sympas en Norvège. Les endroits sont beaucoup plus sympas que les aires d'autoroute sur la 1 ou Il y a direction. souvent le Sahel. plusieurs tentes qui sont plantées. On Plusieurs est pas- tentes. Vous êtes souvent quand même assez proche de la route du coup. Et les autoroutes sont pas vraiment des autoroutes non plus. Mais c'est cool. Mais ça contrastait un peu avec la première nuit paradisiaque que nous avons passée au Danemark. Parce que nous sommes partis donc de métropole lilloise le premier jour vers 8h du matin pour arriver à 16h vers le nord du Danemark. Enfin le nord de la partie ouest du Danemark. Ouais, à peu près. Le nord, le centre, on va dire, Si à vous Aderslev. si vous voyez un peu la forme du Danemark, il y a quand même une partie ouest, le Copenhague, ses canaux, son grand pont, et la partie est du pays qui remonte un peu et qui touche un peu la Suède, et la Suède qui elle-même touche la Norvège qui est au-dessus, au nord. Je me permets de te corriger, Baptiste, parce que Copenhague est presque frontalier à la Suède et donc dans la partie est Très bien. du T qui forme le Danemark. Ah, tu sais que moi la géographie, voilà, un bon sujet de questionnement. L'occasion de repartir au Danemark et de l'occasion de redormir repartir. une énième nuit à Aderslev. Dans ces shelters. Oui, parce que du coup, notre première nuit au Danemark était un peu enchanteresse. Parce qu'au Danemark, il y a ce qu'on appelle des shelters, donc des abris qui sont faits pour les gens qui sont sur la route, pour les backpackers, pour tous ceux qui chercheraient un endroit où dormir, qui sont souvent donc
un petit coin de nature aménagé, donc soit c'est un terrain semi-privé, un peu public, ou alors un parc un peu public, avec des abris en bois où vous pouvez vous mettre à l'intérieur pour dormir, étaler un tapis de sol, un duvet. Être abrité de la pluie et du vent. Oui. Et sans devoir planter de tente. Aussi. Ce qui est vraiment très confortable. Surtout quand il fait moche. Tout le temps. Non, mais on a eu de la chance parce qu'on a commencé sous le soleil. Il faisait un peu froid, mais c'est les pays nordiques, quoi. Donc on n'avait pas à se plaindre à ce moment-là. Mais donc oui, cette première nuit particulièrement sympa au Danemark, pour le lendemain nous diriger vers le nord, donc de la partie ouest du Danemark. Jusqu'ici, Kristiansand. exactement, c'est jusqu'ici pas d'erreur. Pour prendre un ferry direction le sud de la Norvège, notre pays de destination. Donc nous sommes montés avec la voiture, baptisée Roxane pour l'occasion. Nous sommes montés avec Roxane sur le ferry, direction la Norvège. Des petits mal de mer sur le ferry Pas spécialement. Non. Ouais, moi je sais Ça que bougeait pas beaucoup. j'étais pas spécialement bien. C'est pas le meilleur moment du. C'était pas le du meilleur du voyage. C'était pas le pire, de loin, mais c'était pas le meilleur non plus. Plus voiture que bateau. Que bateau, finalement. Le bâtisse. Donc surtout bateau porte voiture, quoi. Et donc nous sommes ensuite arrivés en Norvège, et là où on a pu faire notre première nuit à Mandal. Ensuite, que s'est-il passé dans notre périple ? Parce que oui, ce podcast va traiter d'un souvenir de vacances. On vous raconte des vacances. On est au mois d'août, entre autres, qui amèneront sûrement d'autres sujets de discussion. Mais voilà, on est sans prétention ce soir. Donc après cette première nuit à Mandal, quelle a été notre première destination norvégienne, j'ai envie de dire ? Alors, on peut préciser que l'objectif du voyage en Norvège n'était pas directement uniquement de visiter la Norvège et d'aller dans un maximum d'endroits, mais plutôt de faire plusieurs randonnées connues en Norvège. Et donc on a dû en faire 4, je pense. 4 ou 5. À chaque fois sur un ou deux jours. On avait souvent prévu plus de temps que nécessaire pour faire les randonnées. Et donc après Mandal, la direction qu'on a prise pour notre premier objectif de rando, c'était, sauf erreur de ma part, le Kjeragbolten. Exactement. J'avais plus le nom, mais là quand tu le dis, c'est bon, je sais que c'est ça. Ce gros caillou suspendu entre deux rochers qui donne lieu à un certain nombre de photos assez iconiques et quand la vue est dégagée. Un peu époustouflante quand la vue est dégagée, ouais. Oui, parce ce qui permet de se rendre compte de la hauteur de ce caillou et du fait qu'en dessous de lui, on est dans le vide et pas qu'un peu. On se jette dans, non pas la mer, mais les fjords norvégiens. Et c'est vrai que donc ça a été notre première randonnée. Première randonnée sous une météo dégueulasse. Une météo catastrophique parce qu'on était arrivé en fin de matinée au parking du départ de la randonnée du Kjeragbolten et les gens nous disaient est-ce que vous êtes sûr de vouloir y aller, ça glisse, montrez-nous vos chaussures. Ouais. Mais voilà. Pas recommandé. En sachant que tous les parkings de rando sont payants là-bas. C'est un concept business à anticiper dans son budget de vacances. Mais non, c'est sûr que donc on rentre sur le parking avec la voiture et le mec nous dit c'est très mauvaise idée de faire la randonnée aujourd'hui. Le terrain glisse, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est l'enfer quoi. Reportez votre truc. Sauf que nous avions un programme à respecter pendant ces vacances, un itinéraire à suivre et tout, et donc on se dit bah non, vous êtes sûr, machin. Et le mec dit bah écoutez, garez-vous et décidez, voilà, et vous payez le parking que si vous le faites, comme ça, un peu sympa le mec quand même, quoi. Il nous a pas fait payer directement à l'entrée du parking. Et on a été réglo, on a été payé après parce que nous sommes décidés à nous attaquer. Et je pense qu'on a fait un compromis parce que le projet initial, oui. Qui était assez mal pensé, je pense, c'était de dormir tout en haut. Parce que, fort de notre expérience de camp scout dans les Pyrénées, où le bivouac est très pratique et aussi très sympathique, on voulait plutôt faire des randonnées en plusieurs jours et dormir là-haut. Oui. Bah, le projet c'était de profiter de la rando, de le faire un peu chill, se poser, machin, sous le soleil.
et faire en 2 jours tranquille et pas forcément cravacher dans les randos, quoi. Et là, vu la météo, on s'est dit on y va quand même pour le faire, mais on n'emmène pas les sacs à dos avec tout le matos et la tente, et on y va sur l'après-midi, quitte à marcher un peu beaucoup. Et Et donc en on est partant sous la parti, flotte, on est en parti se sans disant, sac à dos et finalement on l'a pas regretté vu certains passages Non. un peu escarpés où il fallait Mais le mec nous a... utiliser les mains et les pieds. Le mec, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait des chaînes et tout. Enfin, c'est... Moi, franchement, cette première rando m'a fait me dire, putain, si elles sont toutes comme ça, C'est tout. ça va être sympa. Et je me dis, putain, mais c'est pas du tout accessible. Enfin, je me dis, il y a des enfants qui essaient de faire ça et tout. Franchement, c'était pas hyper... Mais un enfant un peu norvégien, dangereux. ça grimpe mieux qu'un Qu'un enfant enfant français. moyen européen. Oui, à mon avis, il doit y avoir un peu de ça aussi. Mais oui, non, et je sais que le mec nous a dit aussi, le mec du parking nous disait aussi, bah, on voit rien en haut, quoi. Vous montez, on verra rien. Bon, faisant fi de toutes les bonnes pensées et de tous les conseils qu'on nous a donnés, et ne sachant pas s'il allait faire beau le lendemain non plus, parce que la météo en Norvège est une science pas exacte, même n'est pas une science d'ailleurs, tu ouvres ta fenêtre, tu regardes la météo qu'il fait. Nous sommes quand même arrivés Pâte au pesto sous la pluie avant de partir. sur le parking, les premières du voyage, il me semble. Et pas les dernières. Et pas du tout les dernières. Donc sur le réchaud et tout ça, sous le coffre qui nous offrait un pseudo-abri, parce que finalement, Merci quand il Roxane. pleut, on n'est pas abrité du tout. Nous sommes montés et en arrivant en haut, au bout de 2 heures d'ascension, je pense, bah on voyait rien, quoi. Donc on distinguait un peu le Kierag Bolton, donc littéralement, je sais plus si c'est Kierag ou Bolton qui veut dire caillou et coincé, enfin un truc comme ça. Mais mes compétences en norvégien s'arrêtent là. Désolé, on repassera pour la précision. Je peux pas t'aider là-dessus. Et donc on a quand même vu le rocher, on a pu monter dessus pour faire des photos, mais vraiment on voyait rien. Et quand on regarde les photos sur internet du Kierag Bolton, ce que je vous invite à faire parce que c'est très beau, vous verrez que nous n'avons pas du tout eu cette vision-là. On voit un superbe fleuve couleur vert transparente en dessous et tout. Nous avons vu 2 falaises, un rocher, des nuages. Et, Nous avons pris autant de risques. mais oui, Voire autant de plus. risques. Mais je pense que du coup, ça faisait moins peur de pas voir ce qu'il y avait, parce qu'on voyait pas à 20 mètres, quoi. Donc, Peut-être, mais ne pas avoir peur ne oui, diminue pas le non, risque. mais ça faisait. Mais Moi, oui. j'ai quand même eu peur en sautant, parce qu'il faut faire un petit saut quand même pour aller sur le rocher. Pour aller sur la pierre. Et, Pas glisser. et je sais que moi, je pense que j'aurais eu plus peur si j'avais vu. Enfin, je voyais que le fond était à 300 mètres en dessous, quoi. Ouais, minimum. Hein. Que là, du coup, comme au bout de 20 mètres, tu voyais du blanc et des nuages, tu te disais, bon, si ça se trouve, il y a 25 mètres, quoi. Mais. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais voilà, bon. Mais donc, nous avons fait cette première randonnée, une expérience, on se disait, bon, voilà, elle était sous la flotte, ça va s'améliorer pour les suivantes, quoi, ça sera cool. Et Mais on donc, a vu un peu de neige. Et c'est vrai déjà- qu'on avait déjà commencé à avoir de la neige, Déjà- donc déjà bien équipé, hein, à ce moment-là. Les polaires et tout qu'on gardait au fond du sac, bah, elles sont repassées en haut du sac directement. Hein. Il n'y a pas eu trop de période de pull, pas pull, non, ça a été polaire directement. Pull, c'est sûr. Donc ça, c'était notre première expérience de randonnée norvégienne qui nous a permis ensuite de redémarrer la voiture dans l'après-midi, en fin d'après-midi, Ouais. trempé jusqu'aux os, hein, il faut le préciser, Mais heureux. mais heureux, se dire c'est bon, ça y est, on est en Norvège, on a fait le rando, les vacances commencent, quoi. Et quelle fut notre deuxième destination? J'ai un doute sur la suite de la journée. Je pense Alors, qu'on est pas... la destination suivante, c'était l'endroit où il y avait des épées. Ah, une c'est épée ça. plantée dans le sol. C'était une des Stavanger. Stavanger ou Stavanger. C'était Ouais. déjà ça. Ok. Ça, c'était la deuxième destination. Ouais. Parce qu'on se rapprochait d'une deuxième rando aussi. à ce qui nous moment-là. permettait de nous rapprocher de la rando de Preikestolen. Putain, vous êtes très Ouais, très bon. heureusement. Hein. Heureusement que je suis là pour ce podcast. Exactement. C'est pour ça que je fais pas des podcasts tout seul, parce que sinon il y aurait Ça vraiment serait- un manque d'informations. Tu vois, bah ouais, à un moment on a fait une rando à gauche. Le Danemark qui se situe au sud de l'Espagne. Et donc ouais, non, on s'est retrouvé à Stavanger pour passer la nuit. Une fois encore très laborieux de trouver un endroit où camper.
Ça allait. Bah, J'avais dormi à côté d'une aire de camping-car. Enfin, dans une aire d'ailleurs de camping-car, sauf que nous, on a fait 50 mètres de plus pour aller porter la tente dans un coin d'herbe. Mais ouais, cette nuit était quand même pas mal, un peu de pluie. Ah ouais, le moment où on a mangé là. Moi, je me souviens du moment où on s'est fait premier manger. riz soupe. Oui, voilà. Bah riz soupe très aquatique. L'autre alternative avec beaucoup d'eau, ce riz soupe. Des pâtes au pesto, mais je t'avais fait découvrir le riz soupe hein, qui consiste à cuire du riz avec pile la bonne quantité d'eau et une soupe en poudre. Les meilleures découvertes. Et c'est vrai que c'est quand même pas mauvais ce riz soupe. Ce qu'il faut préciser dans ce voyage, c'est qu'on s'est dit que afin d'économiser les frais, on allait faire un max de courses avant d'y aller, avant d'aller en Norvège, donc en faisant les courses avant de partir de l'île d'ailleurs, et d'avoir donc beaucoup de conserves, de soupe en poudre, de trucs qui ne périmaient pas et qui pouvaient rester dans le coffre d'une voiture assez longtemps, pour ne pas avoir ce souci en plus de se dire bon merde, qu'est-ce qu'on mange ce soir et tout, parce que la vie norvégienne coûte assez cher comparé à la vie qu'on pourrait avoir à Lille, quoi. Exactement, on est parti avec 3 semaines de nourriture dans le coffre qui ont diminué au fur et à mesure, et puis on avait le plaisir au début de la randonnée de pouvoir choisir et réfléchir à ce qu'on allait manger ce soir. Et petit à petit, au fur et à mesure du voyage, ça a été c'est notre dernier. Mais on avait plutôt très bien fait les courses parce que y avait ce qu'il fallait, c'était suffisamment varié et suffisamment simple. C'est vrai. Ça s'est bien passé. Moi, j'ai gardé des bons souvenirs de tout ce qu'on a mangé pendant ce voyage. Est-ce que tu as gardé des conserves aussi de ce voyage ? J'ai gardé aussi quelques conserves, ouais. Est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui ou tu les as mangées depuis ? Je pense que je les ai mangées depuis. Parce que tu aurais pu en garder une en souvenir. Mais je pense qu'on avait fini. Je pense qu'on avait fini les conserves. Oui. Parce que c'était en général il nous en restait peut-être une ou deux max, bons repas. Mais comparé au repas en poudre ou. Mais oui, ouf, quoi. Je suis reparti avec des vrai soupes et des raisins secs. Je me souviens que la soirée à Stavanger, donc on dort à côté d'une aire de camping. On est garé sur une aire de camping et on dort à côté sous tente. Et on mange sous la flotte. Il drache grosse pluie à ce moment-là. On avait rencontré deux Suédoises. Deux Suédoises de Malmö. Qui nous ont parlé parce qu'on leur faisait pitié. On était vraiment avec notre pauvre échaud dans le vent sous la flotte et tout à essayer de faire cuire notre bouffe et tout le monde était dans leur camping-car bien au chaud et à ce moment-là je sais que j'ai eu un petit coup je me suis dit putain, si c'est comme ça tous les jours pendant 3 semaines ça va être long, quoi. Mais dès le lendemain matin donc soleil, et le lendemain matin soleil, donc là grand sourire sur nos visages, du soleil, quel plaisir, ça faisait longtemps. Et si ma mémoire est bonne, premier running, puisqu'on n'avait pas de randonnée. Si, on avait une randonnée prévue l'après-midi qui était courte. On allait courir 6 km quand même, petit footing de bon matin pour profiter. Et donc nous partons courir sous le soleil. Et le temps de revenir, il se met à pleuvoir. Moi je me souviens qu'on est reparti quand même sous la flotte. Exactement. Donc, il y a eu 1h30 de soleil, je pense, à tout casser. Juste le temps de mouiller la tente qu'on n'avait pas encore repliée. Parce qu'on s'est dit qu'on allait prendre une première douche dans ce voyage à ce moment-là. Ouais. Et le temps de revenir de la douche, il a commencé à pleuvoir. Et on s'est dit merde, la tente avait séché. Exactement, ouais. Il a commencé à pleuvoir a été remouillée. Sous la douche. Ouais. Donc, ce qui est dommage. Enfin, mouiller pour on mouiller. On avait quand même la chance à cet endroit-là d'avoir une douche dans l'air de camping-car. Et de prendre une douche qui venait d'en haut. Bien que froide. Oui, une vraie douche, enfin une vraie... Une double douche hein, avec la pluie plus... Un vrai système de douche entre guillemets, avec de l'eau bien froide, évidemment. Sinon ce n'est pas rigolo. Ouais. Et je sais qu'après donc, avoir fait cette escale à Stavanger en repartant un peu sous la flotte, on s'est arrêté ensuite dans une ville avant d'aller à Preikstolen, à la randonnée de Preikstolen. On s'est arrêté dans une ville, on a fait un petit tour parce qu'on avait envie de voir un peu de civilisation et de gens habillés correctement. Bah c'était à Stavanger en fait. Ah oui, non, c'était à Stavanger. C'était à Stavanger, okay. dans la partie où on n'était pas encore pas encore allé, je pense. Donc c'était sympa aussi de visiter. Dans la vieille ville de Stavanger avec ses petites maisons typiques. Voilà. On a rencontré pour la première fois la difficulté de trouver une place de parking gratuite en Norvège. Dans une ville, près d'une ville et pas trop loin. Mais finalement, nous avons réussi à trouver, nous avons passé de bons moments, avant de donc après cette petite escale d'1h30, 2h, je pense,
de repartir vers Preikestolen, donc notre deuxième randonnée du voyage et un deuxième paysage de rêve sur les cartes postales qui consiste en une grosse avancée de terre, enfin un gros rocher plat au-dessus du vide, finalement, dans un fjord, au-dessus d'un fjord. Donc c'est super beau. C'est une randonnée qui est hyper accessible, et qui était d'ailleurs blindée. Ouais. de D'ailleurs monde, très à ce touristique moment-là. et en plus faisable, hein, parce que je pense qu'il y avait je sais plus combien de kilomètres, mais en allant vite, on pouvait arriver jusqu'au point de vue en En une en heure et demie. Quoi. une bonne heure. Ouais, donc les Je sais que c'était moins de les 2 gens heures. étaient capables de le faire sur la journée ou sur l'après-midi, même en famille. Et Et c'était vraiment blindé, quoi. C'était, il y a des moments où t'étais à la queue leu avec des gens. C'était plus une rando, en fait. C'était un. Enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'a un peu saoulé des fois. T'es en mode, putain, tu fais la queue, quoi, pour remarcher. Et c'est assez frustrant, surtout quand t'as un assez bon niveau de rando, de sportif, quoi. Mais t'arrives quand même sur une belle vue. Et on a eu la chance de pas la faire sous la pluie, celle-là. C'était très gris et très couvert. ouais. Mais il faisait assez chaud Encore une fois, on n'a pas eu la vue magnifique. Il y avait un peu de nuages. On aurait pu avoir sous le soleil, mais on voyait l'eau. Mais on voyait l'eau et c'est une voyait- première pour nous de voir un fjord. On se disait. Exactement. Donc très belle rando quand même, faite bien sportivement, et c'était sympa et c'était cool. Comme ça, on a payé le parking qu'une demi-journée. Ouais. Euh, Et c'était la seule rando que j'avais déjà faite Ok. quand j'étais allé en Norvège avec mes parents. Donc petit souvenir pour moi. Parce que là, du coup, c'était le parking l'après-midi, c'était un truc genre 40 balles, non? Un truc comme ça. Il me semble que. C'est l'ordre de grandeur en tout cas. Il me semble que c'était dans ces eaux-là, voilà, pour une après-midi de parking. Après, c'est un moyen de rémunérer le chemin qui a été, Oui. qui a été fait. Oui, non, mais. Je pense que celle-là fait partie des randonnées rentables Oui. pour la Norvège. Pour la Norvège. La Norvège qui prend son vu petit le billet sur débit. cette rando. Oui, c'est vrai que vu le nombre de personnes qui étaient dessus. Mais bon, après, on a profité d'autres randonnées qui nécessitaient tout autant d'infrastructures et qui avaient moins Mais du coup, c'était quand même sympa. touristique. Ouais. Et je me dis qu'au final, tu vois, là, on avait déjà fait pas mal de trucs, alors que c'était notre troisième jour en Norvège. Ouais, Norvège 3 ou Donc, 4. au final, c'est ça aussi que la formule road trip permet, c'est tu ne t'arrêtes pas, quoi. Ouais, en fait, on faisait rarement plus que 3 heures de voiture par jour. Bon, moi, j'ai eu souvenir quand même on partait pas trop tard le matin, on pouvait quand même bien rouler, faire un truc, et bien rouler le soir Ouais. aussi avant de Trouver se reposer un ou de endroit se où dire dormir. c'est bon, on va dormir là, quoi. Donc, ouais. Et après Preikestolen, c'est là qu'on a commencé à avoir des petits fjords à traverser où on devait prendre des petits bateaux oui. avec la voiture. Ouais. Ah, c'est vrai, des Sympa. petits bacs, Des petits bacs, ouais. à ne pas confondre avec le jeu. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Rien à voir avec le jeu, vraiment. Des petits bacs, donc ce sont des petits bateaux qui peuvent prendre une dizaine, une vingtaine de voitures. Ouais, Peut-être un peu vingtaine, petit et peu puis plus. c'est Et une qui font des navette qui allers-retours, passe toutes les 20 minutes, toutes les entre- demi-heures. Ça se réserve pas nécessairement. C'est ça. Et donc c'est là, je crois qu'on avait dormi Ouais, je crois que c'était un lieu assez cool. dans un petit Un truc dans un petit en moulin, descente, ouais. là, ouais, dans une petite maison, une vieille Au-dessus de la- maison en bois, au-dessus de la rivière, ouais. avec du dénivelé. Ça, c'était sympa. Et qu'il y avait des gens qui étaient arrivés, pas en pleine nuit, parce qu'on se couchait très tôt, mais On se couchait à 21h, 22h. à 21h, Avec je le pense soleil. que c'était allez, c'est ciao, à demain. Enfin, mais pas du tout avec le soleil, même, parce que le soleil continuait de briller Oui, c'est jusqu'à minuit, 1h du mat, je pense. c'est vrai. C'était des nuits, en tout cas, des absences de soleil qui duraient 4-5 heures. quoi. Ouais, quelques heures, pas énorme, quoi. Et oui, c'est vrai que donc c'est là où on a dormi dans un petit moulin et tout. Et on se faisait, on gardait le spike. On a eu du soleil à ce moment-là, c'était cool aussi. Et on gardait le sourire, des petits apéros. Première faritas. Première si je peux me faritas. permettre. C'est une recette à breveter finalement. Des galettes de blé. T'as acheté une une conserve conserve de de- chili con carne. Et vous aurez un repas de roi. Et puis avant, Exactement. en apéro, un petit saucisson. Et un petit rhum arrangé, shoté, un petit shoté, un petit Un- shot de Un rhum petit shot arrangé, de un rhum petit arrangé godet de... qu'on a fait durer tout le voyage. Voilà. C'est vrai que cette petite une bouteille de rhum arrangé qu'on a acheté donc au tout début en même temps que le reste et qui est resté dans le coffre et qu'on a réussi à faire tenir et qu'on a fini, je sais pas, On a fini à Aderslev, ouais, le dernier soir. l'avant-dernier.
Alors, je crois qu'on a été bon sur les calculs. Avant dernier soir. Mais heureusement qu'on n'en a pas trop pris du coup chaque soir. Hein. C'était vraiment le petit fond, allez. Et peut-être un petit peu plus qu'un petit fond quand c'était un peu dur, mais pas plus quoi. Mais non, ça c'était rigolo aussi. Et donc oui, ce soir-là, on a dormi là. Donc on avait pris un petit bac dans la journée et on reprenait un bac le lendemain, direct en descendant de la montagne vers le fjord suivant. Ouais. Très pratique ces petits bacs parce que si tu ne prends pas ça, tu fais 6 heures de voiture quoi, pour aller au bout du fjord et revenir en face quoi. Et donc là, on se dirigeait vers la 3e rando, la meilleure, hein, probablement. En passant par un glacier. Attends, est-ce qu'on parle de la même rando? On parle de Trolltunga. Voilà, oui, ça. La rando qu'on appelle aussi là pour le coup on est capable de traduire, c'est la langue du troll. Du troll. Du troll. C'est vrai que donc Trolltunga, la langue du troll, et c'est la seule rando qu'on a faite en bivouac. Exactement. Donc on est arrivé. Rando où on est parti donc pour la seule fois avec des sacs à dos et la tente. Où on a donc dû payer 2 jours de parking. Un peu chargé, exactement. Et c'est la rando où, après 100 mètres de montée, je me rends compte que mon sac à dos qui a derrière lui à peu près, on va dire, l'équivalent de 40 ou 50 jours de randonnée sans problème, me lâche et la bretelle se détache à 100 mètres de montée. Moi qui portais... C'était un peu plus que 100 mètres parce que je sais que quand je nous ai vu là... 100 mètres d'altitude, ouais. Oui, oh non, de dénivelé, ouais. Je me suis dit, ça me ferait chier de redescendre maintenant, quoi. Ça me ferait chier de refaire l'aller-retour jusqu'ici. Et de toute façon, on n'avait pas d'autres sacs à dos dans la... Oui, non mais je sais pas, on aurait pu aller chercher du matos dans la voiture pour réparer ou quoi, mais là t'as réussi quand même, donc, finalement, tel un MacGyver des temps modernes, tu as réussi à réparer ce sac à dos. Donc là, beaucoup de peur sur le coup, beaucoup de peur, beaucoup de stress et beaucoup de frustration. Et finalement, nous voilà repartis. Géré d'une main de maître. Pour cette rando, donc en fin de matinée, début d'après-midi, on part en espérant arriver en haut. En fin d'après-midi, il y avait une quinzaine de kilomètres. Et donc on a commencé à monter. Donc c'est une rando un peu plus longue que celle qu'on avait faite jusqu'ici. Et c'était pas une boucle, c'était un aller-retour. Donc, pour accéder à la bien connue langue du troll. Et donc c'est ça aussi qui nous a motivés à nous dire, bon bah on va bivouaquer quand même. Qu'importe la météo, qu'importe la difficulté, machin, on le fait. Comme ça on le fait une fois parce qu'on l'a pas fait jusqu'ici, alors qu'on a prévu de le faire. Donc on monte et on n'est pas arrivé, on n'a pas fini la première partie un peu relou de virage où tu peux quand même prendre une navette en voiture machin ou quoi. Sur une route. Il commence déjà à pleuvoir. Alors qu'on avait une matinée très ensoleillée. Hein. Mais on était en voiture. Ouais. Dommage. Dommage à ce moment-là. Et donc oui, moi je sais, on arrive sur le premier plateau entre guillemets rocheux. Bah là il commence à nous pleuvoir dessus. Et je sais on se dit, non mais c'est qu'un mauvais moment, la pluie va s'arrêter. Et du coup on met pas les kawaii tout de suite. Ça va passer vite, ouais. Et une fois qu'on est trempé, on se dit, bon, on va peut-être mettre les kawaii. Et du coup on a mis les kawaii. Très malin de mettre des kawaii sur des gens déjà mouillés. Et ensuite donc on est parti, on a continué notre rando. Et je sais qu'on s'est pas beaucoup parlé pendant cette rando. On s'est pas énormément parlé. Au début ça allait. Après, il y a eu une première étape qui a consisté à se rendre compte que l'iPhone de Baptiste avait décidé l'iPhone de Baptiste acheté à l'occasion de la Norvège, je pense, une semaine... Allez, un petit mois avant, quoi. Mois avant. Acheter un meilleur téléphone pour faire des photos, des vidéos et des trucs, quoi. Et en fait, j'ai un peu résolu le problème, entre guillemets, depuis. Mais récemment, hein, très récemment, là, cette année. C'est que, comme beaucoup d'iPhone, il détecte en fait quand tu le lèves ou quand il explose de la lumière, genre tu le sors de ta poche pour s'allumer directement et te dire genre bah voilà, pour que tu gagnes du temps, que t'aies pas besoin d'appuyer une fois pour l'allumer et tout machin. Et en fait, donc dans ma poche mouillée, mes shorts mouillés, trempés machin par la pluie, et les ballottements du sac, du manteau et tout,
il était exposé un peu à de la lumière, ou alors il sentait qu'on appuyait un peu dessus, tu vois, enfin voilà, il était dans une poche, contact Et dans le donc corps. il se déverrouillait. Et donc en fait, il s'allumait, il se rééteignait, il s'allumait, il savait plus quand il était allumé, quand on lui demandait de s'allumer ou pas. Et donc en fait, le truc tactile marchait plus après. Quand je le prenais dans la main, il marchait plus. Et j'étais en mode putain, ça fait chier, machin, y a rien qui va déjà aujourd'hui, en plus ce truc marche plus. Je sais que j'avais particulièrement la haine à ce moment-là. Et même voilà, j'ai pas passé le meilleur moment de ma vie sur cette rando. J'ai l'impression qu'on voyait pas le bout en plus, alors que c'était la distance c'était long, était acceptable. Il y avait quand même 15 km à Il y avait faire quand même une 15 après-midi, bornes avec du dénivelé que de et la tout. montée, c'était pas... Et en pas plus, simple. on voyait en fait, on longe un fjord, on longe une crête, et donc on a un fjord sur la droite. Et en fait, on l'a pas vu de la rando aller parce qu'il y avait des nuages tout le temps. Ouais. Et donc, moi, j'avais en plus ce truc de haine de me dire, bah, de toute façon, on va arriver, on va rien voir. Ça me saoule d'être ici, quoi. J'étais pas particulièrement heureux d'être là à ce moment-là. Et il faut savoir qu'un Baptiste qui fait une randonnée et ça le saoule d'être ici, ça marche à 6 km/h en montée. C'est pas vrai, donc, attends. finalement, on est monté quand même assez vite Ouais. pour arriver en haut et avoir une petite éclaircie. Bah, c'est en fait, moi, je me dis, quitte à pas avoir envie d'être là, je sais que je veux aller au bout dans tous les cas. Donc, autant arriver vite au bout et rentrer vite après. Donc, on est arrivé en fin d'après-midi là-haut. Et je pense qu'à ce moment-là, l'iPhone a... Je sais plus ce qu'on a fait. On a moi, trouvé une je me solution. suis pu regarder sur internet comment déverrouiller l'iPhone, l'éteindre et le rallumer sans tactile. Et donc maintenant, je sais, vous faites. Vous le déverrouillez, enfin, vous appuyez sur le bouton de déverrouillage à droite. Après, vous faites volume plus une fois, volume moins une fois. Et après, vous appuyez longtemps sur le bouton de déverrouillage. Vous restez appuyé et il va finir par s'éteindre. Voilà, petit tuto iPhone comme ça pour tous mes Apple maniaques. Et donc il redémarre et donc il s'éteint, il se rallume et après le tactile refonctionne, il recapte que vous avez besoin de lui, quoi. Mais donc oui, on arrive, une petite éclaircie à ce moment-là, un petit peu de vue quand même. Ouais, pas trop mal. Pas trop mal. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on a pris les photos. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a pris les photos. C'est nos meilleures photos du voyage, hein. C'était la randonnée où on a eu le point de vue le plus ensoleillé. Exactement. Et j'ai justement un petit cadeau pour toi. Super. J'ai ramené cette photo. Cette fameuse photo. Je la montre à la caméra. Je la montre au micro, à la caméra qui n'est pas là. Oui, non, ce podcast n'est pas encore filmé. Mais ouais. Cette photo, c'était... C'était la deuxième quand on y retourne. C'était la deuxième session, il me semble. Parce qu'on est arrivé une première fois, donc on a fait quelques photos et tout ça, et ensuite on est allé un peu plus loin que la Troll Tunga, la langue du troll, pour planter la tente, s'installer pour la soirée et tout ça. Et après on a eu l'impression que ça s'éclaircissait un peu, que ça se dégageait un peu, et donc on est revenu sur la langue du troll pour refaire des photos, et puis il y avait d'autres gens qui étaient là aussi à ce moment-là. Donc, et donc oui, là en fait c'est le moment où on a été pris en photo à deux. Ouais. Donc on peut être donc on était à deux sur cette langue du troll. Et pareil, si vous allez voir des images sur internet de Troll Tunga, donc Troll TRO2L, Tunga TUNGA, vous pouvez voir encore un paysage magnifique. Enfin franchement, moi je sais quand j'ai pris cette photo, j'étais très content. Ouais. J'avais oublié tous les désespoirs et les malheurs de l'ascension. Exactement. C'était un super moment. Un moment préféré. On avait mangé, on avait réussi à trouver un endroit où planter la tente. Et il commençait un petit peu à pleuvoir, c'était pas... Et il faisait très froid. Moi, je me souviens que j'avais froid, quoi. On mangeait sans avoir la vue, sans avoir la belle vue, ouais. Je sais qu'il commence à faire très froid et bah pareil, c'est des moments où vous êtes en gants, en polaire, en manteau au-dessus et bonnet, machin, et vous vous dites bon bah on est fin juillet et partout en Europe il fait beau et chaud, il y a du soleil et on est dans le seul endroit du continent où il fait dégueu et où on a des bonnets, des chaussettes de ski sur nous. Et il est 21h et puis on va aller se coucher parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici. Parce que les vacances c'est aussi savoir prendre soin de soi. Et finalement c'est la seule nuit où le sac de couchage confort 5 degrés avait vraiment besoin d'être là, je pense. Ah ouais, non, bah ouais, les chaussettes de ski et tout, franchement là, le matos chaud qu'on avait porté jusqu'ici, on l'a pas regretté sur là, je pense. Et on s'est dit d'ailleurs, souvent la météo s'éclaircit, enfin le temps se dégage pendant la nuit, et en général quand on se réveille le matin, il y a une belle vue, quoi. Il fait beau. Et est-ce donc que là, c'était le cas ? Le réveil sonne, ou alors je sais plus si c'est le réveil, ou alors si on s'est réveillé un peu naturellement, toujours assez tôt, vers 7-8 heures. C'était probablement Francis.
C'est probablement notre sonnerie de réveil Francis Cabrel, encore et encore, qui nous a réveillés. Bien connu du téléphone de Hugues, qui donc sonne, et j'ouvre mon côté de la tente, je regarde, et là je rigole, et je dis à Hugues, ouvre ton côté de la tente, car il était orienté du côté de la vue magnifique qu'on était censé avoir. Il a ouvert son côté, et on n'a rien vu. Et on n'a rien vu, ouais. Et on n'a rien vu. Exactement. Et il y avait encore un max de nuages. Et il pleuvait pas, et il faisait beau. Mais tout le fjord était plein de nuages. Donc on ne voyait rien. Donc encore pire que la vue qu'on avait la veille, quoi. Donc au final, on était content. La vue qu'on avait la veille, qui était quand même idéale, qui a été très brève, mais quand même idéale. On a des photos ensoleillées où on voit parfaitement Trolltunga. Ouais, mais du coup, et ça, c'était encore un moment bien drôle de se dire, bon, bah, pas de regret, hein, on va y aller. Et donc, petit déjeuner, et puis on repart pour la descente. Donc, toujours et finalement, moi, j'ai un souvenir ensoleillé quand même de cette descente. Oui, c'est vrai. Ouais. Il a fait beau pendant la descente, c'était cool. On était contents de ce qu'on avait fait, d'être monté, d'avoir fait la nuit en bivouac. Ça réchauffe le cœur, quoi. Exactement. Mais non, c'est vrai que c'était très cool de redescendre sous le soleil et de faire cette rando. Et t'oublies un peu avec le soleil les déboires de la veille, même si c'était quand même une belle galère, cette histoire. Et donc une très très bonne rando, très très bon souvenir. Je recommande personnellement. Trolltunga, c'est validé. Et donc après Trolltunga, j'essaie de visualiser aussi géographiquement le projet. Je crois que c'est le moment où on est allé à Bergen. Oui, on y est même allé. J'ai un nom quand même. J'ai un nom norvégien. Le premier que j'arrive à caler de ce podcast. C'est parce que c'était la ville, la fameuse ville de Bergen, ville préférée de Baptiste, en tout cas avant le trip, parce que tu parlais déjà de Bergen. Oui, c'est vrai, parce que j'avais vu j'étais beaucoup sur Instagram à l'époque, et j'avais beaucoup vu, et j'avais un ami d'ailleurs qui était déjà allé à Bergen avant et qui nous avait dit c'est vraiment la ville typique ancienne Norvège, stylée, il faut la voir. De Vikings. Et moi j'ai envie d'être un Viking dans ma vie. En projet. Et donc après, et c'est après descendu. Mais c'est une ville très touristique et qui est sur la côte ouest de la Norvège, donc vue sur l'océan, ville portuaire et tout ça. Donc nous sommes rendus à Bergen. Ouais. Directement après la randonnée, on arrive à Bergen, on se gare et on se prévoit petit après-midi de visite avant de se retrouver à un endroit où dormir. Et c'est là qu'on a fait notre première dépense alimentaire, si je puis dire, en Norvège. C'est vrai. Et avant, il y avait eu la petite dépense de souvenirs, car nous avons été rejoints dans notre aventure par donc les trolls norvégiens. Ouais. Nous avons craqué sur deux petits trolls, Troll Hugues et Troll Bat. Et Troll Baptiste, qui nous attendent. Moi, personnellement, Troll Hugues est encore dans ma chambre. Et Troll Baptiste est également chez moi. et ils vont bien. Et après, c'était un bon investissement. Mais la ville de Bergen est très, très stylée, très sympa à visiter. Après, oui, c'est sûr que ça te coupe un peu c'est pas le côté Norvège nature, c'est le côté Norvège touristique, machin. Mais ça reste quand même assez typique, assez sympa et un très bel endroit à visiter. Et puis, on a pu s'arrêter sur le port pour savourer notre première bière du voyage. La première, et qui n'était pas gratuite. Hein. Oui. Ouais. Étant donné que la pinte coûtait combien de couronnes norvégiennes ? Je crois que c'était beaucoup de couronnes. Je pense qu'on était sur plusieurs centaines de couronnes. Donc ça ne faisait pas plusieurs centaines d'euros, je vous rassure tout de suite. Il me semble qu'une couronne norvégienne, c'était... Je pense que 100 couronnes, c'était 10 euros à peu près. C'est possible. Ouais. C'était cet ordre de grandeur-là. Et donc là, on était sur, je pense, 25 euros pour les deux pintes. Qui était la bière la moins chère de la carte, d'ailleurs. De la Pils. Mais la Pils, on l'a dégusté. Nous avons savouré, c'était sympa. Moi, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la musique, qui chantait sur le port à côté. Il y avait du soleil. C'était vraiment un bon moment aussi. Et je me souviens que ça m'a bien coupé l'énergie. Derrière, j'ai mis beaucoup de temps à
c'est bon, j'étais bien, je voulais plus bouger. Tellement que je sais plus où est-ce qu'on est allé le soir après Bergame. On a repris la voiture et ça a été une soirée assez laborieuse pour trouver un endroit où dormir. Et parce qu'on a repris la voiture direction le Jotunheimen. Jotunheimen, c'était la exactement. direction qu'on prenait. La dernière randonnée du voyage. Ouais. Le Jotunheimen qui est un comment on appelle ça, un cercle, enfin un bloc de montagne, une chaîne de montagne. Une chaîne de montagne, une grosse chaîne de montagne. Et qui en fait Norvège. n'est pas que des montagnes, c'est un mélange de montagnes et de marécages. Oui, c'est ça. Et mais Jotunheimen qui sur signifie la route, on a qui signifie terre des géants. Terre des géants. Terre des géants. Ou quelque chose des géants. Quelque chose des géants en tout cas. Je sais que Jotun en norvégien c'est géant. Et le nid, je crois, Heimen, ou le foyer. Eh ben écoutez, si quelqu'un est norvégien, si un norvégien écoute ce podcast, ou si quelqu'un qui a un peu plus de culture que nous, il pourra nous dire. Mais oui, et en fait on a fait route vers le Jotunheimen. Et on s'est arrêté, mais ça a été assez laborieux parce qu'il y avait très peu d'endroits où planter une tente. On a fait beaucoup de routes, on a pas mal roulé avant d'enfin trouver un endroit ok, mais sans plus. Je me rappelle pas. C'était une petite terre vraiment au bord de la route où on a justement marché un peu dans l'eau. Où c'était trempé, ouais. Et où on a pris on s'est lavé le lendemain matin exactement, dans le petit ruisseau d'à côté. Avec oui, on a croisé des Français, finalement assez sympa. Ouais. On a croisé des Nantais. On a croisé nus, on a croisé des Français. Ouais. C'est vrai que on est parti de la voiture avec le matos pour se laver, la bassine, le savon et tout. Je suis parti 5 minutes, enfin non, je suis parti 2 minutes avant toi. Et je t'ai pas attendu pour me laver, j'ai eu raison parce que je suis remonté quand j'ai fini de cette eau bien froide et tout. Et t'étais encore en train de parler en fait avec des Français nantais qui étaient sortis de leur van à ce moment-là et qui t'avaient. C'est ça qui m'avait alpagué. Qui t'avait alpagué, avec qui t'as pu discuter. C'est la première fois qu'on parlait avec des Français depuis le début du voyage, je pense. Ouais, c'était très sympa. Très sympa, les Français à l'étranger, super. Oui, des Français qui allaient, qui étaient en van. Un couple de retraités et qui allait jusqu'au cercle polaire, donc tout au nord de la Norvège. Et je me souviens qu'eux, ils faisaient leurs activités au gré de la météo. Au gré de la météo, ils regardaient dans quelle ville aller, mais alors ils parcouraient, je pense, 3 fois plus de distance que nous au total, parce qu'ils allaient dans le nord et revenaient dans le sud. Eux, ils s'en foutaient de faire Bergen, revenir en Suède le lendemain s'il faisait beau et machin, quoi. Nous, on avait moins de temps à perdre, étant donné qu'on n'était pas à la retraite. Pas encore. C'est ça. Et on s'est donc remis en route vers le Jotunheimen, dont j'ai eu la traduction qui signifie la maison des géants. Maison. Heimen maison. Ouais. Heimen maison. En norvégien. Bien peut-être. Très approximatif toujours. Mais oui, direction le Jotunheimen. Il me semble qu'on avait prévu une grosse rando à la base. On avait prévu une rando de 3 jours, ouais. Ouais, avec deux nuits en bivouac. 2 nuits en bivouac. Qui était bien longue et au final pas la plus intéressante parce qu'elle permettait d'aller nulle part, mais c'était juste une boucle dans la montagne marécage. Et je sais plus trop pour quelle raison, mais on a fini par annuler cette rando. Déjà, il y avait mon sac qui était pas en très bonne forme. Et surtout, la météo annoncée dans les 3 prochains jours était pas top. Ouais, bon, je crois que j'ai dû aussi dire, bah écoute, s'il flotte pendant 2 jours, c'est chiant d'être coincé là-dedans, quoi. Et donc à ce moment-là, on a quand même trouvé une rando dans le Jotunheimen qu'on a pu faire en une journée. Je crois que c'était à ce moment-là. Ouais, c'était sur une après-midi, non ? C'était un petit truc sous le soleil d'ailleurs pour le coup. Ouais, c'était la. Alors non, attends. En fait, on a fait à la place du Jotunheimen, on a fait 2 randonnées d'un jour chacun. Donc première randonnée de Knotsu. T'es ouais, bon, je retiens, hein. Je retiens parce qu'en fait on les a non pas du tout, mais en fait comme on les a écrit le nom des randonnées sur Strava et que ça m'est déjà arrivé de revoir, j'ai en tête les randos. Mm-hmm. Et donc là on est à Knotsu. Première rando là vraiment très courte, presque une balade. Et le lendemain, une plus grande randonnée qui là, pour le coup, était vraiment très sympa dans les 2 premiers tiers.
Je sais pas si tu te rappelles. C'était une rando où on montait assez haut. Au début, il y avait un peu d'escalade à faire. Là, pour le coup, on était parti toute la journée avec pique-nique. Avec pâte au pesto dans une gamelle comme notre pesto rouge. Je me souviens, pesto rouge, ouais. Pesto rouge, pesto rouge. On s'était d'ailleurs fait le constat que le pesto rouge était de loin meilleur que le pesto vert, sauf froid, où le pesto vert pouvait un peu tirer son avantage. En tout cas, c'est. On a eu beaucoup de temps pour penser sur ce voyage. Et donc, très sympa. Ouais. Donc, une première rando très chill, assez cool, voilà, on prenait le soleil, c'était sympa. Je me souviens que le soir, on a dormi donc, sur une aire d'autoroute qui était vraiment pour le coup collée dans un virage. Ouais. Et à côté d'une falaise. Mais très très bien parce qu'on avait un beau point de vue sur le fjord. L'endroit était très sympa. C'est vrai que tu as pu nous jouer du ukulélé, nous jouer Into the Wild au ukulélé vu sur le fjord. Donc c'est très sympa. Mais très proche de la route et de la réverbération entre guillemets du son sur la falaise machin. Ouais. Donc à chaque fois qu'il y avait une voiture qui passait pendant la nuit, on avait les phares dans la tente. Ouais. Et le son aussi de la voiture qui passait. Mais on était bien installés, il faisait beau. Non, on était bien, on a pu se faire quelques passes avec un peu de ramanger. Le ballon de rugby qui s'appelait. Petit film et tout ça. Le ballon avait. Ah oui, c'était un nom américain. Truc junior. Junior peut-être. Juste junior. Peut-être juste junior. Je sais pas. Mais effectivement, c'était un nom américain, ouais. Mais je sais que c'était cool aussi. Et donc le lendemain, deuxième rando du côté du Jotunheim, où là justement tu disais on est parti sur la journée avec un petit peu d'escalade et tout, sous le soleil, plein soleil, retour très sympa et marécage, marécageux moustique, l'enfer, les pieds trempés dans la bouillasse, les chaussures qui sont à deux doigts de rester d'ailleurs en Norvège dans la boue, et ça je me rappelle que c'était interminable. Effectivement l'enfer, et à chaque fois on se disait à aucun moment, moi, je n'ai imaginé que jusqu'à la fin de la rando, ça serait des marécages. À chaque fois, on disait... Un petit moment chiant, et après, on va revenir près des rochers, de la falaise, machin. Les marécages. Et en fait, on devait... de plus en plus, on avait des passages de 4 mètres de gadou, et qu'il fallait se dire, bon, bah, faut y aller, est-ce qu'on passe sur le côté Et en plus, harcelé vraiment par les moustiques. Ah, mais c'était... Et donc là, c'était vraiment le moment de finir, quoi. Tout plat, mais... Alors que la première partie de la rando jusqu'au midi, c'était trop cool. Soleil, falaise, belle vue des deux côtés, dégagé, machin, enfin top. Mais l'après-midi, l'enfer, tout plat, aucune visibilité devant, tu vois pas quand t'arrives, t'as l'impression de jamais... Parce que t'as la montagne sur la gauche et t'es garé derrière la montagne, et tu te dis, tant que tu t'arrives pas au bout de la montagne, tu vois pas le parking. Dans la gadoue, les moustiques, les machins, et nul, vraiment nul. Mais au final, rando globalement, c'était quand même sympa parce que ça nous avait permis de faire. C'était quand même vraiment, vraiment très très bien la première partie au soleil. Au soleil, la première partie était bien. Et non, c'était un très bon moment. Oui, et donc après cette rando, c'est là où ça y est, c'était le 24 juillet, et on s'est dirigé vers... Ah, donc il y avait effectivement 5 randonnées, parce que là on est à la... Bon, en fait, on a fait donc Kirak Bolton, Preikstolen, Trolltunga. 2 petites randos dans le Jotunheimen. Donc son Knossu et c'était quoi le nom de l'autre? Je l'ai pas. Bon, et une autre qu'on pourra retrouver. Ah, une boucle de... Ouais, c'était une boucle. Un truc comme ça. Ouais. Mais bref, on a fait ça, et après, donc on est parti direction Skala. Direction Skala, qui était notre dernière rando. On a fait une pause au glacier de Briskjedal. Ah, c'était à ce moment-là, d'après toi? C'était avant Skala, en fait. Parce qu'on se disait... Ah, je pensais que c'était avant Trolltunga. D'accord, okay. Mais le lendemain, donc, de cette dernière rando dans le Jotunheimen, hop, on a dormi je sais plus où, et après, on est allé... Après, on a fait une journée de pause, où on a roulé, et on a fait le glacier de Briskjedal, qui est un glacier hyper intéressant, parce que... hyper intéressant et un peu triste. Parce que on voit le recul de la calotte de glace
la couche de glace au fur et à mesure des années. Donc on voit l'impact et la progression du réchauffement climatique entre guillemets en temps réel. Parce que plus vous avancez dans la rando vers le glacier, plus vous voyez à chaque fois des panneaux en mode en 1960, le glacier allait jusqu'ici. Et là, vous voyez que le glacier est 4 bornes plus loin. Quoi. Donc, Exact, ouais, il faut vraiment marcher pour arriver jusqu'à l'endroit où on voit la glace et l'espèce de lac qui fait l'intermédiaire entre la glace qui a fondu et les cascades. Et c'est là où on a fait ça. Et après cette petite marche sympathique dans le glacier, on a dormi, donc on a voulu dormir en bas de Scala, en bas du départ de la rando de Scala. Donc on cherche un peu galère toujours à trouver un petit endroit où planter la tente pour la nuit. On plante la tente dans un endroit à côté d'un endroit où c'était marqué genre no camping. Donc dans une pâture, il y a quelques barrières sur le côté, mais quand même un gros espace où tu peux rentrer quoi, sans forcer. Là il fait beau, on est bien, on commence à prendre l'apéro juste à côté et tout. On mange. Vers la fin du repas, il commence à pleuvoir quand même, parce que sinon c'est pas rigolo. On se regarde un petit film. Et on est sous un panneau d'affichage abrité. Un peu à moitié abrité. C'est triste comme condition quand même. Et on finit par... Les gens doivent penser que c'est horrible ce voyage. Non. Alors que c'est super. Mais parce que tu vois, ça me fait des super on regarde Retour vers le futur dans la voiture avec juste la fenêtre ouverte pour faire entrer un peu d'air. Pour éviter qu'il y ait de la condensation à l'intérieur, de par la chaleur de nos corps et la fraîcheur de l'extérieur, on va dire. Et le volume très contigu de la voiture. Et finalement, donc on va se coucher vers 21h. Ouais, je pense. Un truc comme ça. En mode, de toute façon, on va se lever tôt demain matin pour faire ce cas-là. On partait à 7h. Enfin, on partait assez tôt. Ouais. Parce que c'était vraiment donc, cette ascension dont on vous parlait au début, 1800 mètres, intense et tout. Donc on se couche. Avec, je crois... seulement 8 km de montée. Ah oui, ok. Oui, la rando est pas longue en termes de distance. De montée. Mais par contre, t'as 1800 mètres de dénivelé positif. Et donc, tu montes 1800 mètres en 8 km. Si je peux me permettre de faire un rapide calcul, ça fait 10%. C'est l'ingénieur de pente moyenne. C'est pas mal. C'est ça. Non, pas du tout. 8 km. Ah oui, ça me paraît très peu du coup pour faire 1800 bornes en 8 km. Non, c'est 1800 mètres de dénivelé en 8000 mètres. Ouais. Donc c'est plutôt 20%. Bah oui, ça fait... un peu moins de 25%. Ça fait 23%, je pense. Voilà, donc si vous prenez une équerre... J'espère qu'après ce podcast, quand je ferai le calcul pour vérifier, je me rendrai compte que tu n'es pas trop largué dans les calculs. Exactement. Mais donc, bref, 21h, nous allons nous coucher. Somme toute, une expérience assez normale jusqu'ici. Et pour raconter ma version des faits, c'est... Un moment, je me réveille dans la nuit, dans la tente. Et là, grosse lumière, grand soleil à l'extérieur de la tente. Quand j'ouvre les yeux. Et je me dis, merde, on a trop dormi, on n'a pas entendu le réveil. Peu probable. Il est midi, enfin je sais pas, on a dormi 15 heures je pense du coup, parce qu'on se couchait pas à minuit. Quoi. Et je me dis, merde, putain, on a loupé le réveil et tout. Mais vraiment, je me réveille en stress, quoi. Et là, j'entends une voix à l'extérieur de la tente. Quelqu'un qui vraisemblablement semble essayer de s'adresser à nous dans la tente. Et donc là, je hyper paniqué, je réveille en sursaut, machin et tout. Merde. Et je regarde, j'ai ma montre au poignet. Donc je regarde ma montre et je vois qu'il est minuit. Donc le milieu de notre nuit à peu près. Donc à peu près. Mais bref, minuit quoi. Donc à minuit, il est pas censé faire grand soleil dehors. Je me dis donc soit c'est une éclipse solaire, très bizarre. Soit j'ai pas d'autre solution. Soit j'ai pas d'autre option. Et là on tape sur la tente. Et là je me réveille à ce moment-là. Et là tu te réveilles. On tape sur la tente, ça te réveille. Et je me dis, je te bouge un peu, je me dis putain merde, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un et tout. Et j'entends, mais je sais absolument plus du tout ce qu'il nous dit à ce moment-là, vraiment trop confus quoi. Ouais, can you open move, machin. Bref, j'ouvre la porte de la tente de mon côté, je sors et là je vois que du coup que c'est les phares d'une voiture qui sont braqués sur la tente. Vraiment pas agréable comme réveil, je ne le souhaite à très peu de monde. Et là il y a un mec qui arrive à ma hauteur, donc vieux fermier norvégien, on va dire,
40 ans à mon avis, qui arrive à ma hauteur et qui commence à m'engueuler et à me dire move your tent, you can camp here, go to the camping site, machin et tout, enfin dégager quoi. Et moi donc, tout confus, tout sonné, tout à peine à moitié à poil dans mon duvet machin, je le regarde et je fais ok, we move, bref, incapable de sortir une belle phrase en anglais quoi à ce moment-là. Ok, we move, no problème machin. Et donc je bouge Hugues à ma droite, je fais bon, t'as entendu, il faut qu'on bouge machin. Le mec réagit pas trop. Et moi je suis vraiment dépité, je suis rarement dépité dans ce voyage, il pleut, je suis content. Mais là ça me saoule quoi. La tente elle est montée, on est en train de dormir. Bon, tant bien que mal quand même, je sors, mais c'est à ce moment-là où tu m'as un peu porté, je pense. Bon, il fallait sortir. Parce que vraiment, le mec, et il me regarde, et le mec me dit move. Et je fais ok, yes, we move. We get up, we get the tent, we go out, quoi. Parce que pour nous, c'est quand même une logistique, hein, oui, de ranger toutes les affaires. Et donc, on a foutu peu à peu, en quelques allers-retours, on a foutu toutes les affaires. Non, mais surtout, et la tente. Ce qu'il faut dire, c'est que le mec donc reste et insiste, et je lui dis ok, we move 5 minutes pour sortir de la tente, quoi, et ranger, et pas voilà, et le mec et pas perdre les sardines et machin, parce que il fait noir en dehors des phares. Et dans les 10 nuits à venir, on dort avec la tente, donc, donc ça serait peut être bien de la cool garder, de pas la déchirer ce soir-là, quoi. Et donc et je sors, le mec remonte dans sa voiture et il part. Avec sa voiture, il part plus loin. Je sais pas, il va voir le bout de sa propriété, qui doit avoir des hectares et des hectares de champs, machin. Bref, le mec s'en va. Et donc moi, je sors en tongs, machin. En plus, il pleut à ce moment-là. Il dérache, c'est terrible. Je dis putain. C'est vrai qu'il pleut. Le mec a vraiment aucune pitié, quoi. Alors qu'on allait partir à 7h le lendemain, on était sur un terrain d'herbe, juste la tente plantée, et puis... pas chiant, le mec. Et puis voilà, mais après, le mec qui a probablement des randonneurs toutes les nuits sur son terrain, mais il aurait pu nous le dire soit le lendemain matin, soit la veille au soir, quoi. Ouais. Nous voyons, là, vraiment, c'est pleine nuit, le mec est passé là, quoi. Donc il nous engueule et tout. Moi, je sors de la tente, je vois que Hugues bouge pas trop. Je me dis ça fait chier, enfin là, je suis en tongs, en caleçon dehors quand même un peu, mais moi je suis déjà naturellement lent. Et là du coup je fais un gros tas avec toutes mes affaires de la tente et je vais vers la voiture qui était quand même 50 mètres plus loin, quoi. Je fous tout dedans et le temps que je revienne à la tente, je vois une voiture qui revient et je sais pas à ce moment-là si c'est vraiment lui ou si c'est une autre voiture juste qui passe. Et le temps que je revienne à la tente, donc en tongs, sous la flotte, à moitié nu, machin, je vois que la voiture se remet dans la même position qu'avant, quoi. Donc le mec a dû aller au bout de sa propriété, checker s'il n'y avait pas d'autres. Je pense qu'il a viré aussi d'autres randonneurs parce que oui, on a recroisé du monde après. Et donc il revient avec sa voiture et il se remet, et il sort pas de sa voiture sur toi, mais il se remet plein phare sur nous, sur notre tente. Là, et je me dis, le mec a vraiment pas confiance en nous, quoi, pour qu'on parte. Le mec vérifie. Mais peut-être qu'il voulait juste nous éclairer le temps qu'on dégage. Moi, en l'air de vouloir nous aider, si je puis me permettre. Et le mec vraiment, et il est resté là jusqu'à ce que on ait replié la tente, qu'il n'y ait plus aucune affaire sur le truc et qu'on ait tout remis dans la voiture et que nous on soit montés dans la voiture. Donc la tente trempée, hein, parce que je précise, il pleut. La tente est vraiment trempée, quoi. Donc le moment n'est pas agréable à vivre. Et la tente qui est trempée à l'extérieur, mais étant relativement étanche, pas trempée à l'intérieur, une fois que tu l'as roulée en boule, elle est trempée à l'intérieur comme à l'extérieur. et vraiment, et là moi je suis dans la voiture et je me dis qu'est-ce qu'on fait on dort dans la voiture, je sais pas, on bouge, machin. Et là, j'ai commencé à être force de proposition pour la première fois. Et tu dis, non, mais t'inquiète, j'ai vu aller. Parce que j'avais clairement pas envie de me dire, allez, on va aller dans un camping, payer une nuit de camping, alors qu'il nous reste 4 heures de sommeil, quoi. Et puis, c'est même pas sûr qu'on aurait pu t'accepter à cette heure-là dans un camping. Pas sûr que le camping. Il faisait noir quand même. C'est, je pense, peut-être même la seule fois où j'ai vu la nuit dans ce voyage. Ouais. Et au final, on a quand même réussi à retrouver un semblant d'herbe au bord d'une route, machin. Un peu caillouteuse, mais. Et on n'avait même pas sûr d'être autorisé à planter la tente là. Donc on a mis la voiture un peu derrière la voiture, perpendiculaire et tout.
Et on a mis notre tente. Juste devant le panneau qui précise que dans cette zone-là, le camping est interdit et que... un bon moment, quoi. Qu'il faut aller dans les campings. Et donc là, et je sais pas combien de temps après, il y a donc une autre voiture qui est venue au même endroit que nous, avec les phares qui ont balayé un peu la tente. Et moi, ça m'a ravi parce que je me dis, putain, il y a encore quelqu'un qui veut nous dégager, quoi. Ça commence à être long. Et en fait, non, c'était une autre famille ou un autre groupe de bivouaqueurs qui ont fait un peu comme nous. Et pour l'anecdote, eux, ils ont vraiment dû le faire, mais à l'arrache de l'arrache, parce qu'ils étaient 4, je pense, et ils ont mis 2 tentes. Mais quand nous, on s'est réveillés le lendemain matin, il y avait leur portière de voiture ouverte. Eux, ils sont arrivés, ils ont reposé la tente. Des affaires qui prenaient l'eau, machin. Enfin, il pleuvait dans leur voiture et tout. Et je crois que j'ai fermé leur portière. Enfin, j'ai un peu bloqué la portière parce que je me suis dit, ils ont pas les clés. Mais ils ont vraiment... Bah oui, ils ont pas les clés. Mais ils ont vraiment dû arriver, balancer leur tente, se remettre dedans, quoi. Et nous, on a quand même eu le truc, bon, on refait les choses un peu bien, machin et tout. Donc on a commencé ce cas-là, cette randonnée d'il y a 1 an. Pas dans les meilleures conditions de sommeil et d'énergie, mais on est parti quand même pour se taper ces 1800 mètres d'ascension. Et donc on a commencé ce cas-là de bon matin avec le pique-nique dans le sac, en t-shirt parce qu'on savait que ça allait monter. Et qu'on allait bien transpirer, mais il pleuvait. Comme à chaque randonnée, il pleuvait pas dès le début, mais moi franchement je pense que ça dure un quart d'heure. 10-15 minutes de rando, on commence la montée. Et là, il pleut un peu. Donc là, c'est le dilemme. Il pleut, mais en même temps, on a chaud parce qu'on monte. T'as pas forcément envie d'avoir un kawaii et de transpirer dessous. Baptiste kawaii, moi pas kawaii. Finalement, tout le monde kawaii. Moi, je me souviens que j'en ai bien chié cette première partie de rando. Tu me tirais un peu. Enfin, je te voyais et je me disais, le mec va trop vite. Ou alors, t'étais derrière moi et je te freinais. Mais parce que c'est tout un truc aussi, ça, de rythme en rando. Je sais pas si t'as de l'expérience de rando avec d'autres personnes qui ont soit pas ton niveau, soit meilleur, soit moins. Enfin. Bah oui, en fait le truc c'est que en rando, quand ça monte, tu discutes pas parce que t'es un peu essoufflé et t'es à la queue leu. Souvent le chemin est un peu escarpé. Donc dès que t'es pas dans des chemins où il y a la place pour marcher à deux de front, bon bah tu montes quoi. Et du coup. Soit celui derrière est freiné, soit celui devant prend de la distance. Nous, globalement, ça allait, mais on allait plutôt vite. Et donc, du coup, on se dit que la météo va s'améliorer. Il y avait quand même un peu de temps de monter, mais finalement... De toute façon, celle-là, on le faisait aussi beaucoup pour le défi sportif, et se dire, vas-y, on essaie de le faire le plus vite possible. De toute façon, on sait que les conditions sont pas ouf, mais c'était assez dur et c'était par le dénivelé, l'ascension, machin, mais aussi par l'itinéraire. Parce que comme il faisait dégueu, qu'on n'avait pas de visibilité, machin, je me souviens que toute la dernière partie rocheuse, caillouteuse, machin, tu devais chercher des flèches rouges pour te dire qu'ils te donnaient la direction pour jusqu'à la prochaine flèche rouge, entre guillemets. Mais à chaque fois que t'arrivais à une flèche rouge, je me souviens que presque je m'arrêtais en mode où est la flèche rouge d'après, le chemin était pas évident et en fait c'était que un espèce de tas de cailloux avec certains endroits où vous avez essayé de faire des escaliers avec des pierres, mais par contre c'était que des tas de cailloux, tu pouvais glisser et en fait à aucun moment il y a eu du soleil dans cette cette rando, et plus on montait, plus il y avait du brouillard, plus il faisait froid. Et même à la fin, donc on a croisé, on a vu de la neige, on a marché quelques centaines de mètres dans la neige, donc ça c'était rigolo. Ouais. Et par contre, il faisait vraiment de plus en plus froid, et je pense qu'en termes d'équipement, on avait peut-être quand même une polaire et un kawaii. En fait, on avait mis nos affaires chaudes sur nous, à partir du moment où il a commencé à faire froid. Mais en fait, on était trempés déjà d'en dessous, ouais. Donc trempé, vent, on avait peut-être vite fait des gants, mais on était en short déjà, quoi. On était en short. Et moi, on avait short, mais leggings en dessous. Pas moi, non. Ah non, pas toi. Je pense pas, mais... bref, en tout cas... c'est vraiment, ouais. En tout cas, la fin de la rando, on était vraiment frigorifiés, et on avait hâte d'arriver, et c'était long. Et moi, quand on est arrivé en haut, donc... on est arrivé en haut, on a dit ça y est, on y est, machin et tout. Il y avait des refuges. On rentre dans un premier,
On a l'impression qu'il y avait des gens qui avaient été là il y a pas longtemps, qui étaient Ou peut-être alors encore qu'il y avait là. un mec qui habitait. Ou qu'il y avait un mec qui habitait, je sais pas trop. Un peu bizarre l'ambiance, le truc, machin. Peut-être des gens qui ont dormi là cette nuit et qui sont repartis. Parce qu'on a croisé 2-3 personnes qui ont descendu. Mais pas pas plus. trop en mode on peut y aller, quoi. Mais Donc, pas trop en mode. Après, t'avais un petit règlement, genre à l'entrée du truc, en mode ouais, faut payer votre passage, machin. On disait putain, on veut juste s'asseoir 5 minutes. Donc on va dans l'autre refuge qui lui est beaucoup plus moderne et où moi j'avais déjà vu en amont qu'on pouvait dormir là, mais très cher et tout. Voilà. Et donc là, on voit que c'est censé être payant, mais en fait il y a personne dans le refuge. C'est un refuge en autonomie. Tu payes avec une application qu'on n'avait pas de carte bancaire norvégienne. Oui, mais si tu utilises les services, quoi. Et nous, on n'a rien utilisé. Et moi, je me dis à Baptiste, en fait, je peux pas redescendre maintenant. Je peux pas manger dehors. On est frigorifié, il pleut. Ouais. Il faut qu'on se pose, qu'on enlève nos chaussures. Parce que moi, à ce moment-là, mon état d'esprit, c'est ok, on est arrivé en haut, on est gelé, on n'est pas bien, machin. Bah, on redescend le plus vite possible et on attend de se réchauffer plus bas, quoi. Sauf que toi, tu voulais pas redescendre. Moi, je pouvais pas repartir. T'as dit non, moi, faut que je mange entre deux, quoi. Moi, j'étais vraiment en mode, bah, je veux pas m'arrêter là. Le refuge, il est pas chauffé. Ou un minimum. Oui, il faisait pas chaud dans le refuge, mais il y avait pas de vent. Et il y avait un reste de feu qui avait dû être fait le matin, parce qu'on avait croisé trois ou quatre personnes qui descendaient, qui avaient dû être fait. Et donc du coup, il y a un reste de feu qui chauffait pas la pièce, mais on avait mis un peu nos affaires à côté du feu, on posait nos mains sur les. Ça n'a pas servi à grand chose. Ça a pas beaucoup séché. Mais et donc on a mangé les fameuses pâtes au pesto. Qui quand même faisait plaisir, on est dans un petit paquet de cacahuètes. Et une fois de plus, zéro visibilité. Ouais. Bien évidemment, nous n'avons rien vu du tout en arrivant au sommet. Mais content quand même d'être monté en, je crois, 2-3 heures, quoi, 3 heures. On est allé vite et tout. Au moins 3 heures quand même, je pense. Mais... Et c'est un peu c'est un peu donc le point de la dernière grosse rando, le dernier grosse étape de notre périple Norvège, parce qu'après on arrivait à peu près à la moitié, une bonne moitié du voyage. Ouais, et après même plus, hein. Je pense que c'était un peu pas sûr, parce qu'après pour redescendre, après pour moi ça allait assez vite. On est redescendu plus vers les grosses villes de Norvège que sont on était un peu en avance sur le planning à ce moment-là. Oslo, Lillehammer qui accueille les Jeux Olympiques d'hiver en 94, puis descendu vers Oslo, et après on est repassé par la Suède, par Göteborg, Malmö, qui est la ville juste avant le grand pont vers le Danemark et vers Copenhague. Un pont qui est super cher à traverser d'ailleurs. Et qui est assez impressionnant parce qu'il fait 10 km. Ouais. Et il y a 5 km de pont, puis une petite île au milieu. Une petite île de je sais pas, de 100 mètres de diamètre. Et on descend dans un tunnel pour la deuxième moitié sous la mer du coup, voyage, avant d'arriver au Danemark, de déboucher au Danemark. Au Danemark, à Copenhague, ouais. Et donc là, on est repassé par Copenhague, et après, on est resté une journée à Copenhague, et ensuite, on a continué notre route pour revenir vers notre premier shelter du premier soir. Donc, on a fait une boucle au final de pays nordiques, revenir à Aderslev. Ouais, alors, entre-temps, on a fait une petite journée à Copenhague, on est revenu finalement, avant-dernier jour du voyage, on est revenu à Copenhague, ouais. Et après, on a redormi dans le premier shelter pour faire un peu une boucle, remonter, repasser par... Donc on a traversé l'Allemagne, repasser par les Pays-Bas et s'arrêter à Amsterdam. Ouais. Parce que je n'étais jamais allé à Amsterdam. Et je sais plus si on avait dormi après Amsterdam. Non, on avait dormi... En fait, on avait dans un camping aux abords d'Amsterdam la veille. On avait fait Amsterdam, et ensuite le soir d'Amsterdam, on était rentré. On avait dormi dans un camping ? Ouais. On avait pris un emplacement de camping la veille d'Amsterdam. Notre dernier camping, notre dernière soirée. Ah ouais, on a visité Amsterdam la journée, je me rappelle. Et après on a visité Amsterdam le matin, début d'après, mais ensuite... on est parti vers 16h d'Amsterdam, et il y avait 3 heures de route jusqu'ici. Ouais, et nous sommes dû arriver pour conclure cette aventure, ce road trip. Sous le soleil, à Lille, il faisait beau. Il faisait beau ici, aucun souci et tout. Mais oui, voilà, c'était un peu notre... ce podcast, c'est un peu notre récit d'aventure en road trip en Norvège. Je sais pas s'il y a des sujets que toi sur lesquels ça t'a fait réfléchir, ça t'a fait cogiter, parce que au final on avait quand même vécu plein de choses ensemble avant, et je pense que heureusement pour faire un voyage comme ça, tu connais bien l'autre personne et tu sais que, enfin voilà, on s'est pas embrouillé pendant ce voyage. On s'est peu embrouillé, ouais. On s'est embrouillé ? On s'est...
Ouais, des petites choses avec la voiture, avec la météo, la tente. Oui, Mais non, je veux dire, on s'est pas embrouillé, genre, l'essence, tu vois, toi, moi tu je m'as me pas rappelle. saoulé, moi je t'ai Non, pas non, saoulé, globalement ça allait. c'est de la technique, de la logistique, du confort de truc, mais je veux dire, humainement, on s'est pas saoulé. C'était Non. peut-être sur le fonctionnement des choses, mais oui, c'est sûr qu'il y a des petits points d'accrochage machin quand tu passes 3 semaines non-stop avec une seule personne. Mais je pense qu'il fallait pas que ça dure plus longtemps. Non, oui. Mais je pense que aussi, comme on a été très, très contraint par la météo à être proche, et tu vois, être sous la tente, à être dans la voiture, à être machin, on n'a pas eu de temps tranquille où on pouvait chacun de notre côté, loin, au soleil, réfléchir, cogiter, machin. Et moi, je sais qu'un sujet sur lequel ça m'a fait beaucoup réfléchir, c'est sur l'ennui et je sais pas, les occupations en temps de paix, j'ai envie de dire, de calme. Parce que tu vois, au final, on a passé tout notre temps ensemble, on était très actifs dans les randos, dans les machins et tout, mais du coup, quand on s'arrêtait, que la tente était mise, machin, on était en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Ouais, et puis en fait, on a le temps d'écouter de la musique, de discuter en voiture pendant les randos. Ouais. Donc en fait, finalement, le soir en mangeant, on discute, on débrief, on parle de plein de choses. Mais après, une fois que t'as fini tout ça, en fait, comme tu passes vraiment tout le quotidien ensemble, t'es pas... en fait, après le soir, il fait vite froid, donc en fait, on allait se coucher. Et moi aussi, ça m'a fait une expérience, je pense, de... qu'est-ce qui se passe quand, pendant 3 semaines, la seule personne que tu vois et avec qui tu discutes vraiment, c'est une seule personne. Et au final, pour nous, ça s'est plutôt très bien passé. Mais ouais, effectivement, il fallait qu'on fasse des choses, qu'on soit actif. Oui. Bah, c'est sûr que si tu fais rien avec une personne pendant aussi longtemps, à un moment, tu fais genre, bon, bah, c'est bon, quoi. Et en fait... T'as beau être avec ton meilleur pote ou quoi, à un moment, tu dis, bah, on a besoin de vivre des choses quand même pour avoir des trucs à se dire. Ou ouais. Si tu fais rien, mais que t'es juste rien ensemble, machin, tout le temps, tu fais, bon, à un moment, ça va. Je crois qu'on s'était posé la question, géographiquement, la fois où on a été le plus séparés, c'est une fois où t'étais resté avec la tente et la voiture et j'étais allé courir Ah oui, c'est vrai. À côté d'un fjord. Oui. Et donc là, on a dû être séparés de 4 km, quoi. 3-4 km. Et sinon, je pense qu'à part ce moment-là, on a toujours été dans un rayon de 100 mètres l'un et l'autre, que ce soit en randonnée, la nuit, la journée. On a été vraiment toujours à deux. Et comment tu l'as vécu, ça, cette expérience? Enfin, tu vois, je suis pas ta meuf, t'es pas ma meuf, on n'a pas une relation. Je pense que t'es la seule personne, hormis ma copine, avec qui j'ai passé autant de temps sans discuter avec quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Puis on a dormi avec une telle proximité pendant 3 semaines. Ouais. Mais mais moi pour le coup j'avais jamais fait de road trip et encore plus avec une seule personne, donc je pense que pour ça merci de m'avoir supporté parce que enfin voilà, bah, c'est pas une relation de couple, c'est pas une relation, enfin c'est incomparable comme moment de se dire bah tu vois, il y a des gens qui partent en voyage longtemps comme ça, de rando, de trucs, tu vois, je pense à des expéditions dans le désert ou des trucs comme ça. Les gens sont plusieurs quand même, tu vois, c'est des groupes de personnes. Là, on était vraiment qu'à deux. Et je sais moi, à aucun moment, je me suis dit, putain, Hugues, il me saoule, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre. Genre, j'avais pas, parce que tu vois, avec les téléphones aujourd'hui, on était assez complémentaires. T'as quand même assez la facilité de te dire, bah, je vais appeler quelqu'un pendant 2 heures ce soir parce que j'ai pas envie de te parler, quoi. Alors que, voilà, bah, toi, t'étais avec ta copine à l'époque quand même. Toujours, hein.
Oui, non, mais c'est vrai que je pense l'avoir appelé t'entretenais un peu le contact. Je pense l'avoir appelé une fois, mais au final c'était complexe. Je pense l'avoir appelé une fois pendant le moi, voyage. ça m'a pas fait chier, tu vois. Je me suis pas dit, il fait chier, Non. il appelle sa meuf tous les soirs 2 heures ou quoi, et machin. C'était pas l'idée. Et paradoxalement, ça aurait pu être cool pour toi de te dire, au moins j'ai cet échappatoire de Baptiste, de me dire, au moins j'ai 2 heures tranquille, j'ai 1 heure tranquille, j'ai le temps de l'appel tranquille. On n'est pas, on est pas côte à côte, quoi. Par contre, moi je me rappelle, pendant ce voyage, m'être fait la réflexion, essayer de lister les personnes de mon entourage avec qui j'aurais pu faire ça. Il y en avait beaucoup. Et avec qui ça aurait pu être cool. Et du coup, il y avait ma copine, il y avait mon frère, et éventuellement, j'ai 1 ou 2 autres potes en tête avec qui j'aurais pu le faire et ça se serait bien passé, mais tu peux pas partir avec n'importe qui comme ça. Enfin, en fait, tu peux partir avec n'importe qui, mais... Oui. Mais est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça se passe bien et tu profites ? Il n'y a pas 15 000 personnes. Je pense que ça dépend des personnalités, mais... Ouais. Mais t'avais quand même plusieurs personnes. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas réfléchi à ça. Mais pareil, je pense que si je prenais le temps de me dire, ok, avec qui je pourrais le faire, il n'y aurait pas énormément de monde. Et je pense que je serais assez pessimiste sur les questions aussi. Je me dirais vraiment, tu vois, enfin... Genre là, en y pensant directement, je me dis putain, avec qui je pourrais ne pas m'embrouiller ou me prendre la tête ou machin pendant 3 semaines en étant vraiment confronté à toutes les pires choses qui puissent arriver. Voilà, dans. Pire, ouais. En dans la mesure des choses, quand même, des gens qui peuvent partir en vacances. Oui, c'est ça. Mais voilà, enfin, je me dis, tu vois, même, je pense qu'avant de le faire avec toi, je me serais pas dit, je suis capable de partir 3 semaines juste avec Hugues et on va pas s'embrouiller. Je me serais dit, à mon avis, il y a quand même des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et on pourrait se prendre la tête pour de la merde et que ça parte un peu en couille. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Une belle expérience. Parce que je suis très conciliant. Parce que tu es un être humain exceptionnel, évidemment. Et non, est-ce que c'est un peu pour arriver tout doucement à la conclusion de ce podcast de vacances, est-ce que tu referais cette expérience de road trip comme ça avec quelqu'un, et qu'est-ce que tu changerais, qu'est-ce que tu améliorerais, qu'est-ce que tu changerais si tu devais refaire un truc comme ça? Alors moi je me suis déjà posé la question. Et ben c'est parfait. Est-ce que je referais ça en voiture? Je sais pas. Peut-être, si c'était dans un pays où c'est une formule qui marche bien, je le referais pas en Norvège. Et si c'est pas la voiture, c'est quoi du coup comme Si c'est pas la voiture, c'est juste à pied ou ça peut être en train. Ouais. À pied. Moi je sais que le faire à pied, full à pied. Non mais à pied faut le faire dans un endroit spécifique. Bah tu peux faire du stop après. Mais je sais que moi c'était un point bloquant parce que toi t'étais assez tranquille sur tes jours de vacances, de congés machin, et c'était plus moi qui étais chiant. Exact. J'ai économisé 14 jours de vacances avec mon taf et tout. 20, quoi. Si je rentre 3 semaines après parce qu'on a perdu du temps, je vais me faire taper sur les doigts quoi. Et donc je sais que c'est pour ça que j'étais un peu chiant là-dessus, et que c'était un point bloquant de me dire il faut quand même qu'on soit timé sur le truc, qu'on ait des jours de départ, d'arrivée, pour que moi je me projette un peu, on ait un peu de marge, voilà. Mais, ouais. Moi je pense que je le referais soit en voiture, en louant une voiture vraiment parce que c'est un endroit spécifique, mais sinon spontanément je referais plutôt à vélo, pour changer en fait, pour faire autre chose. À vélo c'est cool. À vélo t'avances bien, tu peux. Et t'as moins voir beaucoup de choses. Faut juste le faire à un endroit où il fait beau parce que nous il a beaucoup plu. Ouais. Et en voiture, t'es vraiment dépendant. On était au sec quand on roulait. Les affaires étaient globalement sèches, même quand la tente était mouillée. Toutes nos affaires étaient sèches. À vélo, s'il pleut. On a croisé les sacoches et le sac trempé. Des gens qui le faisaient en vélo, des backpackers à vélo en ouais, assez peu. Assez peu, mais on a croisé quelques-uns, et quand tu les croises, tu les doubles sur la route en voiture et que tu les vois en vélo
avec leur sacoche, machin, ils sont trempés et tout. Passe pas un bon moment. Moi, elle me faisait un peu pitié et à ces moments-là, je me disais, on n'est pas si mal, avec notre petite voiture tranquille. Après, tout dépend de la durée. Hein. Oui, tu peux faire une semaine à vélo sous la pluie, pas 3. Donc c'est donc le mode de transport à avoir en fonction du projet. Exactement, du lieu. Mais là, pour le coup, moi j'avais fait les petits calculs quand même d'empreinte carbone entre l'avion, la voiture, le train. Et effectivement, la voiture c'était à peu près deux fois moins que l'avion. Et ça nous permettait de faire beaucoup plus de choses en termes d'endroits à visiter, parce que l'avion, après, une fois que tu es sur place... Ouais, c'est ça qui est un peu chiant avec la Norvège, c'est que autant je pense que c'est quand même bien desservi en termes de bus, de train, de machin et tout, mais faut avoir du temps. Et moi, c'était ça ma contrainte numéro 1 entre guillemets. Et puis pour aller jusqu'au lieu de randonnée, t'as pas forcément de... Oui, bah tu peux prendre un bus, mais bon, si le bus il passe une fois dans la journée à 14h, bah si tu loupes ce bus 14h, t'attends le lendemain à 14h. Et en fait, t'arrives pas forcément là où tu veux, tu fais ton voyage en fonction des endroits où tu peux aller en bus. C'est quand même une sacrée galère. Et donc moi, je sais que c'était le gros point bloquant de me dire, bah c'est chiant si on met 4 jours pour aller de cette rando-là à cette rando-là parce qu'on doit prendre un bus qui passe une fois par jour là, ensuite on prend un train, ensuite machin. Ou alors qu'on pourrait le faire en une demi-journée en voiture. Pour ça, je sais que voilà, la Norvège, c'est pas le pays le plus pratique en transport en commun. Mais oui, à voir après dans les changements de notre prochain road trip. Ouais. Est-ce que tu prévois un prochain road trip pour la suite ? C'est pas prévu pour le moment. Est-ce que c'est un mode de vacances qui te tente, road trip en voiture, tu parles ? Road trip en voiture. Bah road trip sous-entendu voiture, mais est-ce que de l'itinérance c'est un mode de vacances qui toi t'intéresse, te plaît, machin. Ouais. Moi, j'ai prévu 4 jours cet été dans le Massif central, à pied. Enfin, en train pour y aller, et puis à pied. Après, oui, c'est quelque chose que je referai très régulièrement, je pense. Parce que ça te permet de voir plein de choses. Tu fais du sport. C'est un bon moyen de se ressourcer, de parler, de rencontrer, ça dépend avec qui tu pars. Mais après, est-ce que je repartirais en road trip ? Est-ce que je repartirais avec toi ? Ça dépend ce que tu me proposes. C'est possible, mais il faudrait varier la formule. Par contre, je trouve ça agréable de se dire on va faire un truc ensemble et de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait en partant de zéro ou tout est encore possible. Ouais. Où est-ce qu'on part ? Comment on part ? Combien de temps ? Parce que ça a quand même été une sacrée orga. Ça a été une belle organisation, mais on a pris du plaisir à se voir pour organiser. C'était cool de l'organiser, de le faire. Et... C'était aussi un budget qui maintenant serait plus facile pour moi à sortir qu'à l'époque. Ouais. C'était à l'époque, c'était l'été dernier, mais... Oui, notre situation financière à tous les deux a changé. On a des phases de nos vies où la situation financière évolue beaucoup chaque année, quoi. Donc en fonction de si c'était un taf, si c'était en études, si c'était machin, c'est juste un taf à mi-temps, d'été, de trucs. Je sais plus combien ça nous avait coûté au final par personne. 3 semaines de road trip, grosso modo. Autour de 600 € par personne, je pense. Ah ouais, seulement ? Ouais, bah au final, en fait... donc c'est pas mal. T'as 100 € de course, 200 balles d'essence par personne, un peu de péage aussi. Alors en fait, ce qui nous a réduit le budget, c'est qu'on n'a pas payé les péages en Norvège. Mais bon, à l'heure actuelle, on n'a toujours pas reçu la facture. Donc... Ouais, parce que les routes en Norvège, en fait, on ne s'arrête pas au péage comme en France. Il y a des caméras qui prennent votre plaque d'immatriculation, qui l'envoient au système dans lequel soit vous avez renseigné votre plaque et votre voyage, machin, et du coup, ils vous payez, du coup. Soit vous ne l'avez pas fait, et vous payez plus cher. Et le temps qu'ils retrouvent votre plaque, machin, qu'ils se disent ok, ils n'ont pas déclaré, machin, vous payez le prix fort. Sauf que, big up à l'administration norvégienne et à la régulation des routes norvégiennes, apparemment, une chance sur 2, une chance sur 3, de
qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre votre plaque et un voyage non déclaré et que vous ne payez pas les routes norvégiennes. On a décidé de prendre le risque avec Hugues ici. Si ce podcast devient numéro 1 des tendances Spotify, on est peut-être dans la merde, mais pour l'instant ça devrait aller. On s'était même dit que au pire, le jour où on recevrait la facture, on serait tous les deux, même si ça coûterait plus cher, on serait tous les deux plus en capacité de le payer que le jour où on a lancé le voyage. Donc ça pourrait être... c'est un état d'esprit comme un autre, que nous respectons et que nous jugeons sans prétention. Finalement, voilà. Alors, merci à la Norvège quand même d'avoir fait des routes. C'est vrai que c'était... avoir fait des routes pour sillonner ce beau pays. Si jamais un jour on y retourne, on prendra pas Roxane. Exactement. Parce qu'elle est peut-être interdite. Désormais, interdite de séjour en Norvège. Et donc voilà, ouais, c'est vrai que c'était je pense que c'était mes meilleures vacances organisées par moi. Enfin, par nous, du coup, entre guillemets. Je suis très touché. Non, mais parce que c'est vraiment un projet qui nous est tenu à cœur, qu'on a réfléchi, qu'on a pensé, machin. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire aussi avec mes vacances et en général dans ma vie. Enfin, quand je pars en vacances, quand je prends du temps pour moi, c'est de me dire, je fais un vrai truc. Je vis un truc, je visite, je voyage. Enfin, pour moi, c'est aussi ça le voyage. C'est se dire, c'est toi qui organises, tu réfléchis à ton truc, tu machin. Tu vois, c'est pas aller dans un hôtel, te poser 3 semaines, pas bouger. Ouais, puis on a bien déconnecté. On a pas mal écouté de musique ensemble. C'était vraiment un type de vacances très particulier. Des choses qu'on avait jamais faites. On a passé énormément de temps dans la voiture. On a même appris à conduire aussi. Il faut le dire, la Norvège, c'est que des routes sinueuses de montagne. On n'a pas eu d'accident. Pas toujours été très rassuré quand tu conduisais, mais j'ai appris à on a croisé des camions dans des descentes où les rétros sont pas passés loin parfois. Mais on faisait des concours de consommation d'essence. C'est vrai. Au final, on consommait autour de 4 litres au 100 km. Ce qui est un moyenne, très bon... ce qui est un bon ratio. Très bon score pour un petit diesel. Non, mais c'était vraiment un très beau voyage. Et oui, moi, c'était vraiment sur le côté ennui, sur le côté se dire, au final, t'as beau t'entendre hyper bien avec une personne, il faut vivre des choses avec pour avoir des trucs à se raconter, quoi. Et oula, je suis parti dans un délire philosophique incroyable, mais c'est tu vois, des relations avec des personnes très proches. Je pense donc à des relations de couple, des relations de famille très proches. Il faut vivre des choses avec les gens pour entretenir un peu la flamme d'une relation, quelle qu'elle soit. Créer des souvenirs créer des souvenirs, tu vois, au final, même après 3 semaines d'aventure, on trouvait quand même toujours des trucs à se dire le soir. On arrivait toujours quand même à trouver des sujets sur lesquels parler, discuter. Ça durait pas forcément 2 heures. Ça faisait pas quand même 2 heures de discussion parce qu'on se parlait pas de la journée pour se dire ok, on pendant les randos, on a bien discuté. Mais tu trouves quand même toujours un truc à dire, à raconter, tu vois. Et ça permet aussi de vraiment plonger dans la rencontre avec une personne. De se dire, voilà, c'est peut-être pas. Tu vois, tu vois quelqu'un une soirée par semaine, tu vois, machin, tu discutes. Tu vas peut-être pas dans. Il y a peut-être des sujets que t'abordes jamais dans ta vie parce que tu te dis, c'est pas l'occasion, j'ai pas le temps, j'ai pas le machin, c'est pas l'ambiance. Et pour le coup, en voyage comme ça, t'as vraiment le temps d'aborder toutes les émotions, tous les trucs. Moi, quand j'avais la haine, je pouvais te raconter des sujets qui mettaient la haine au quotidien. Des fois, t'es triste, tu peux te dire putain, et en plus, en ce moment, il y a ça qui va pas dans ma vie, c'est terrible. Ouais. Et pourtant, on avait l'avantage avec les camps scouts et tout ça, on était partis en Inde tous les deux, enfin, on était à 5, mais on se connaissait suffisamment bien. Et on était très décomplexés tous les deux. Donc on n'avait pas... Alors déjà, on n'avait pas à se rencontrer vraiment parce qu'on se connaissait déjà très bien. Ouais. Mais on connaissait nos caractères et on était décomplexés. Ça posait pas... Il y avait pas de gêne à être tout le temps ensemble, à dormir à 2 dans la tente. C'était vraiment... On a pu se rencontrer vraiment dans le détail. Ouais.
Non, bah c'est juste que oui, c'est sûr qu'un projet comme ça, tu le fais pas avec quelqu'un que tu connais pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de risques que ça ne se passe pas bien. Et puis on avait ce projet de marathon ensemble qu'on n'a pas pu mener à terme et finalement on est parti en Norvège avec tes genoux qui ont tenu le coup. C'est vrai que c'était une petite source Ça a d'inquiétude été aussi. aucun problème dans les randos, tu cavalais comme un bouquetin ibérique. Non, mais c'est vrai. Mais ouais, non, c'était une très très belle aventure. C'était le moment de le faire. C'était le bon moment. Voilà. Donc, moi, mon message de conclusion, ce sera partez à l'aventure, construisez des projets. Vous ne le regretterez pas, je pense. Qu'est-ce que tu as envie de dire comme dernier message pour cet épisode de Sans Prétention, épisode du mois d'août, épisode de vacances, qui est d'ailleurs le 12e épisode de Sans Prétention. Donc je suis très content de conclure un peu cette première saison de Sans Prétention avec toi. Il y a eu un épisode par mois pendant un an. Un épisode par mois pendant un an. Et ça va continuer. On a commencé avec Amaury en septembre, et puis après 10 personnes se sont succédées jusqu'à toi aujourd'hui. Et voilà. Et aujourd'hui, donc voilà, on est au mois d'août, on a pris le temps de vous raconter une petite histoire de vacances avec Hugues. C'était très sympa ce petit moment, cette petite soirée. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai pris beaucoup de plaisir à me remémorer un peu dans le détail tous ces moments. J'espère qu'il y a des choses à en tirer sur les discussions philosophiques de la fin et sur le voyage en lui-même. Je trouve ça très intéressant après un an où on a fait autre chose dans nos vies. On s'est tous les deux revus régulièrement, mais pas non plus toutes les semaines. On se croise pas dans le quotidien. Et c'est vraiment, je suis content d'avoir fait ça l'été dernier, au bon moment, d'avoir découvert la Norvège. Je pense que c'est une expérience qu'on garde et qu'on est fier de repartager avec d'autres personnes. Et donc j'encourage les milliers, les dizaines de milliers de streamers et d'auditeurs sur Spotify à se poser la question et à avoir la chance de pouvoir partir de zéro avec une personne ou avec deux personnes ou même seul et réfléchir à un projet commun, à des vacances et se dire vraiment tout est libre. La durée, alors, moyennant les congés qu'on est capable de prendre, mais la durée, le lieu, le format, et on a vraiment créé un projet sur mesure qui nous convenait à tous les deux, qu'on a organisé et qu'on était content de mener à terme et qui s'est déroulé sans accroc. Donc voilà, je souhaite à tout le monde d'avoir la chance de faire ça parce que c'est super sur le moment et c'est super après coup de savoir qu'on a ça derrière soi. Et c'est super à raconter après. Exactement. Derrière aussi. Et puis c'est l'occasion de créer des liens avec une ou plusieurs personnes et puis de se recroiser suite à ça parce que Baptiste, toute ma vie, je saurais que c'est un pote. Et on a fait ça, donc je peux le revoir et... On a cette aventure en commun. Une bonne excuse, on a un truc en commun, 3 semaines de vie. Qu'est-ce que c'est 3 semaines dans une vie finalement? C'est pas beaucoup, mais ça existe. En fait, on se crée des excuses pour se voir. C'est juste pour dire, non mais il faut que je revoie Hugues ce soir-là parce qu'il y a 10 ans, on avait fait un voyage en Norvège ensemble. Non mais c'est très très beau message de fin, Hugues. Moi ça m'a fait super plaisir de partir avec toi en Norvège l'année dernière et ça m'a fait super plaisir de débriefer et de raconter un peu cette aventure ce soir. C'est vrai que j'y avais pensé et on s'était dit faudrait qu'on se revoie pour débriefer un peu la Norvège, qu'on en reparle et tout machin. Et je trouve que ça prend d'autant plus de sens de le faire un an après, voilà, quand c'est assez loin derrière nous mais assez proche quand même dans une vie, à l'échelle d'une vie. Et voilà, c'était il y a que un an. Et donc voilà,
C'est ce petit épisode de sans prétention de vacances du mois d'août, se dire voilà, on a passé un bon moment l'année dernière, on vous raconte un peu des vacances. Ça s'écoute dans des écouteurs, sur une plage, dans la voiture. Faut avoir le temps. Ça s'écoute n'importe où, voilà, il n'y a pas trop de rythme. C'est un épisode que je n'avais absolument pas écrit d'ailleurs. Il faut savoir que par rapport aux autres épisodes de Sans Prétention, où je me mets un peu la pression de me dire j'écris un synopsis, une interview, des questions, des sujets, tout ça, je savais que là je pouvais y aller sans filet, on aurait toujours des trucs à raconter. Donc c'était un super épisode. Donc merci beaucoup Hugues pour cette soirée. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention. Une saison 2 qui commencera dès le mois de septembre, j'ai envie de dire.